bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Merci d'être venu, Olivier. Je me permets de tutoyer. Bien sûr, tutoie-moi. Ok. Merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour voilà, initier ce genre d'échange, notamment sur des thématiques comme celle qu'on va aborder ce soir, qui est le colonialisme à visage humain, que tu traites très bien dans ton dernier ouvrage. Merci. Un ouvrage qui est paru il y a plus de 2 mois maintenant. Oui, Presque. le 15 septembre. 15 septembre, ok, donc le 15 novembre, ça fera 2 mois. Je te présente ou est-ce que tu veux te présenter toi-même? Vas-y, présente-moi. Alors, je vais faire de mon mieux. Tu es professeur de lettres aux États-Unis, Voilà. donc en Caroline du Nord, c'est ça, Voilà. si je me rappelle bien. Et tes recherches portent sur la littérature francophone et postcoloniale, et plein d'autres choses également. Tu as écrit un ouvrage sur Camus qui s'intitule Oublier Camus, un titre sur lequel on va revenir. D'accord. Parce que je pense qu'il peut être un peu clivant. Est-ce que tu peux nous parler de ce dernier ouvrage? Pourquoi tu as écrit ce livre et comment l'idée t'est venue? C'est quoi le processus? Le processus, en fait, il y a eu plusieurs étapes pour l'écriture de ce livre. Ça a peut-être commencé, en fait, quand j'étais jeune, il y a longtemps. C'était un concert de Cure. Excusez-moi, hein, les références de musique un peu nulles. Et il y avait une chanson qui s'appelait Killing an Arab. Et quelqu'un m'a expliqué que cette chanson, c'était en fait, donc ça veut dire, donc Killing an Arab en français dans le texte, c'est tuer un arabe. Et quelqu'un m'explique qu'en fait cette chanson, c'était le résumé de l'étranger. Et moi je voulais pas le croire. Je disais mais c'est pas possible, mais l'étranger c'est autre chose, l'étranger de Camus. Donc ça c'était le premier déclic. 1986, quelque chose comme ça, au Palais Omnismore, Paris-Bercy. Après j'ai vite oublié ça, parce que je suis un produit de l'éducation nationale française. Donc, on va penser que l'étranger, c'est un débat sur l'absurde, la condition humaine, et que tout le reste, les choses qui arrivent principalement, sont des prétextes. Après, je fais un flash-forward de 7 ans. Je me retrouve dans une librairie à New York, et il y a un livre d'Edward Said qui s'appelle « Culture and Imperialism ». Et il y a un chapitre qui traite de Camus. Et là, encore une fois, là, c'est vraiment, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Après, j'ai vogué, j'ai fait d'autres choses, je suis devenu avocat. Et finalement, j'ai atterri en Caroline du Nord et j'ai décidé de faire une thèse en littérature sur les journaux intimes sous l'occupation. Encore un sujet très classique, très français. Donc, les journaux intimes de grands écrivains français sous l'occupation, à quel moment ils écrivent telle chose. Et donc, il y a beaucoup d'auteurs, André Gide, Roger Martin Dugard, Drieux La Rochelle. Puis il y en a un autre qui s'appelle Albert Camus. Et là, je me suis aperçu que presque tous mes profs aux États-Unis, profs de français, me disaient que Camus était anticolonialiste. Donc j'ai dit, mais non, mais il y a un problème là. Et c'est absolument faux. Donc, dispute, enfin autant qu'on peut avoir des disputes avec des profs de fac qui vont arranger votre futur professionnel, j'ai dû changer de sujet de thèse. Et là, j'ai fait ma thèse sur les représentations coloniales dans la littérature française. Donc, regarder des grands textes de la littérature française à l'aune du colonialisme. Et donc, j'ai changé de sujet et j'ai fait un chapitre sur Camus. Et une fois que ce chapitre est sorti, c'est devenu un petit article. Et là, Stella Magliani-Belkacem a vu cet article, m'a contacté et m'a dit « Tu voudrais pas écrire un livre dans ce style ?» Et c'est sur la réception béate de Camus. Et moi, j'étais déjà en train d'écrire un autre livre pour Oxford University Press, donc j'ai terminé celui-là, et tant bien que mal, je suis arrivé à écrire celui-ci. Voilà. Très bien. Okay. Merci pour cette genèse d'oublier Camus. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ce que tu entends par Camus n'est pas une figure anticolonialiste? Comment tu le présentes bien dans ton ouvrage, mais comment tu pourrais résumer ça à des personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de te lire? Alors, c'est en fait la clé du problème. J'en parlais sur France Culture ce matin, et on me disait que Camus qui avait dénoncé le colonialisme. Alors, il faut comprendre la stratégie de Camus. Et cette stratégie, il l'a dès son plus jeune âge. Il se rend compte que le nationalisme algérien se nourrit des injustices coloniales. Et donc lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut minimiser ces injustices. Il veut, mais pas pour abolir le colonialisme, mais pour qu'il puisse perdurer. Donc, il va, par exemple, militer pour une loi
pour un projet de loi, pour qu'il devienne loi, c'est le projet Blum-Violette, qui donnerait des droits civiques à une infime minorité d'Algériens, parce qu'évidemment la grande majorité d'Algériens n'avaient aucun droit, étaient victimes, c'était un système d'apartheid s'il n'en a jamais existé. Et là, il y aurait une sorte de compromis. Et puis c'était aussi une façon de créer une élite algérienne qui serait du côté de la métropole, du côté de l'empire colonial. Alors ça n'a pas marché. Alors après, il a fait des reportages sur la misère en Kabylie. Et là, il s'offusque très sincèrement de la misère. Mais il s'offusque de cette misère parce qu'il veut maintenir l'Algérie dans le giron de la France. Donc il ne veut pas qu'il y ait de raison pour dire on veut l'indépendance. Et donc il essaye de concilier les deux. Mais c'est très important de se rendre compte que Camus est un réformateur du colonialisme. Alors, est-ce qu'on peut réformer le colonialisme ? Ça, je laisse au public le soin de décider. Mais c'était ça, en fait, sa mission impossible. Alors, certaines personnes vont reprendre ces critiques des injustices coloniales pour dire, regardez, il est anticolonial. Il n'est pas anticolonial. Il veut réformer le système pour qu'il puisse perdurer. Ça, c'est une différence fondamentale. Je ne sais pas si ça marche, ça. Oui, absolument. Il y a une citation que je trouve très, très bien dans ton livre. En page 36, tu dis que Camus est un tacticien du colonialisme. Je trouve que ça résume très bien cette idée qu'il y a une stratégie derrière ce qu'il dénonce et ses positionnements. Mais on peut aussi se poser la question, en fait, comment en France, à travers les décennies, on en a fait une figure en fait, humaniste, une figure qui est certes tourmentée, mais qui est juste, qui fait des bons choix, qui est solitaire, mais qui reste tout de même solidaire. Comment, en fait, toute cette figure, elle s'est construite ? Ça n'a pas tout de suite été le cas, je pense. De son vivant, et juste après l'indépendance du peuple algérien, là, le public français en avait ras-le-bol. Il ne voulait pas en parler du tout. Et à la mort de Camus, les ayants droit et les amis, le cercle intime de Camus, ils se sont dit, bon voilà, on a ce manuscrit, Le Premier Homme, on ne va pas le sortir. Parce que c'est un manifeste pro-colonialiste, pro-pied noir en tout cas, de ceux qui se sont battus contre l'indépendance, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été pour l'indépendance. Et donc, ce n'est pas le moment propice. C'est-à-dire que ce n'est pas l'écosystème pour ça. Et l'écosystème, ce que je veux dire, c'est la doxa politique, elle change. Elle change en France. Elle change dans les années 80, sous Mitterrand. Elle change avec l'avènement du Front National, aussi en partie grâce à Mitterrand. La première chose d'ailleurs que Mitterrand a fait quand il est arrivé au pouvoir, ou la deuxième chose, c'est de gracier les généraux putschistes de l'OAS. Il faut s'en souvenir de ça. Et donc, il y a une sorte de regain et de nostalgie coloniale qui commence à gagner du terrain, qui est à son apogée aujourd'hui, je dirais. Et en 1994, les ayants droit de Camus décident on va publier Le Premier Homme. Donc ceci, c'est un manuscrit finalement, c'est pas un roman terminé, et ils font un petit tirage. Et ils le font pas dans la grande collection Gallimard, ils le font dans les cahiers Albert Camus. Ils font 5000 exemplaires. Et là, toute la presse crie au génie et décrit ce texte qui est très paternaliste, qui est une mise en valeur, et je fais mise ici, il y a toujours dans ce texte, c'est un dialogue, d'abord le titre Le Premier Homme, c'est un colon. Alors ça nous dit quelque chose, ça. Et ceux qui étaient là avant, ils ne sont pas des hommes ? Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait légitimement se poser, que la grande majorité de la presse, à la sortie de ce texte en 1994, ne s'est absolument pas posée. Et là, c'est devenu un best-seller, ils l'ont mis en collection blanche, etc. Et donc, il y a eu ce renouveau. Ce renouveau, il ne vient pas des airs. Il ne tombe pas du ciel, pour ainsi dire. Il vient dans un contexte politique qui est un contexte de nostalgie coloniale. Et Camus, il vient à point nommé. Parce qu'on pourrait dire, et les gens s'efforcent à dire, et là, je parle évidemment du discours dominant. Il y a des gens, il y a des écrivains, des intellectuels, avec Saïd, Conor Cruise O'Brien, mais même Pierre Nora dans les années 60, qui ont critiqué Camus pour avoir été, un écrivain colonial. Mais à ce moment-là, dans les années 90, c'est une sorte d'hégémonie, et aujourd'hui encore. Et donc on va parler de Camus pour dire le colonialisme, finalement, c'était pas si mal que ça. C'est ça, en fait, la fonction de Camus
dans la doxa aujourd'hui. En tout cas, c'est mon argument. Merci. Tu l'as un peu évoqué en présentant la jeunesse du livre, mais est-ce que tu peux revenir sur la figure de l'arabe, en fait, qu'on retrouve notamment dans l'étranger, mais aussi dans La peste et le premier homme, et sur l'anonymisation qui est assez souvent dénoncée en réalité, mais qui en fait laisse voir qu'il s'agit d'une déshumanisation ou d'une altérisation de l'arabe qui est perçue comme une menace. Enfin, c'est comme ça que Camus l'entend. En tout cas, en te lisant, c'est ce qui ressort. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux processus qui à la fois coexistent, mais qui vont prévaloir en fonction des situations coloniales ou des hiérarchies raciales? Parce que, par exemple, dans une société fondamentalement négrophobe, on assiste bien souvent à de la déshumanisation plutôt que de l'altérisation. Mais là, moi, ce que j'ai l'impression de voir en te lisant, c'est que l'arabe, chez Camus en tout cas, donc c'est le reflet du contexte de la situation coloniale, il est avant tout altérisé. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? Oui, alors je dirais il y a trois stades, d'une certaine façon. Dans l'étranger, il y a une anonymisation des personnages arabes qui n'ont donc pas de prénom, qui n'ont bien sûr pas de nom, et qui ne parlent pas. Alors une fois, il y a des prisonniers, et moi je préfère le terme, alors c'est problématique déjà le fait que Camus dise arabe, un vocable vague au possible, mais ici, donc pour moi j'emploie le terme algérien, il y a des prisonniers algériens qui parlent, ça fait mal aux oreilles à l'auteur, il y a une vision assez péjorative de toute façon, et ici c'est une sorte de, moi je dirais que ça entérine, c'est-à-dire que ça justifie dans les faits, et ça normalise une hiérarchie raciale. Quand on lit l'étranger, c'est d'abord le sens qu'il y a des êtres humains qui ne parlent pas et qui sont finalement comme des figurants dans leur propre pays. Avec en plus l'idée que c'est l'histoire d'un colon qui tue un colonisé et qui est présenté aux assises et qui va être condamné à mort. Et là aussi, ça c'est pure fiction. Là, il s'agit... Alors on pourrait dire... Moi, je pense que c'est plutôt une sorte de révisionnisme. D'autres penseraient que ce serait une sorte d'espoir. Mais la réalité, c'est que ça n'a jamais eu lieu, ça, dans l'Algérie sous domination française. Il n'y a jamais eu de colon qui a été ne serait-ce qu'inquiété pour avoir tué un colonisé. On est du domaine ici du fantastique. Ça serait comme dire qu'un monarque ou un aristocrate a risqué ou a été condamné à mort sous l'Ancien Régime pour avoir tué un paysan. Bon, c'est complètement faux. S'il y avait un roman comme ça qui était situé au Moyen-Âge, tout le monde crierait au scandale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas réaliste. Là, on lit l'étranger, on trouve que c'est normal, ça coule de source. Alors la peste, c'est autre chose. La peste, les Algériens sont complètement évacués. Là, c'est complètement réprimé. C'est-à-dire qu'on en parle. Au tout début, il y a un journaliste qui dit « Je vais parler des conditions sanitaires des Arabes, entre guillemets ». Le sujet est évacué. Et après, pas un mot. Et la chose incroyable, c'est qu'on est à Oran. Oran, c'était une ville très particulière dans l'Algérie française, parce que c'était une ville où il y avait une domination démographique de colons, et que c'était en train de changer. Et que c'était en train de changer, c'est-à-dire que sur 20 ans, ça s'est complètement inversé. Et donc il y avait une peur. Alors j'ai plein de références comme ça ici, des références culturelles un peu bêtes. Je pense à Public Enemy, Fear of a Black Planet. Et je pensais aussi à... maintenant, mais disons qu'ici, donc, il y a une volonté d'évacuer le problème et de ne absolument pas le prendre en compte. Alors Mouloud Ferraoun l'a dit je crois dans une lettre à Camus, pour dire « J'aurais voulu qu'il n'y ait pas une telle distance entre nous, que vous auriez pu présenter nos personnages comme des êtres humains. Et ça m'a peiné. » Dans son style finalement très conciliateur, il lui dit des choses très fortes. La citation n'est pas exacte, mais c'est vraiment, c'est vraiment une sorte de désolation ici. Il y a donc une évacuation complète. Ici, je dirais que c'est une sorte de répression du sujet. Et le déni d'humanité, c'est dans l'étranger. Alors, dans Le Premier Homme, c'est un peu différent. Dans Le Premier Homme, on a un certain paternalisme.
un paternalisme parce qu'il y a quelques personnages algériens, dont un qui se fait sauver par des colons, donc aussi des mises en scène qui seront toujours pour finalement, peu ou prou, glorifier le colonialisme. Et avec le véritable ennemi finalement dans le premier homme, c'est le militant porteur de valises métropolitain. Le français traite à sa patrie. Donc ça, il en parle, les intellectuels, etc. etc. Mais donc, il y a des sortes de gradations de la... Et ici, dans de la prise en compte, donc d'abord, c'est vraiment un sorte de déni d'humanité. Après, c'est une répression complète, dans le sens où c'est réprimé. Les Algériens d'Algérie, ils sont absents. Et après, ils sont pris en compte, mais ils sont pris en compte, j'allais dire, du bout de la plume. Et ils sont pris en compte parce que, selon moi, il y a une manifestation politique qui fait que c'est impossible à ce moment-là, quand Camus écrit Le Premier Homme, de ne pas parler des Algériens. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont là, parce qu'ils se battent. Et donc, ils font irruption dans l'histoire et ils font irruption dans la fiction de Camus. Tout à fait. À propos du coup de l'irruption de l'Algérien, qui chamboule l'univers de Camus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans quel contexte, dans quel cadre il s'exprime en fait quand la guerre d'Algérie éclate? À quel moment en fait son positionnement devient le plus clair? Puisque Camus est connu pour être un peu confus, un peu abstrait, pour prendre des positions sur lesquelles il revient. Enfin, c'est un peu flou. Mais il y a un moment précis, donc à Stockholm, où en fait il se positionne en faveur du colonialisme, un peu à demi-mot. Mais est-ce que tu peux revenir dessus? Oui, alors il y a donc 57, en pleine bataille d'Alger. Camus est à Stockholm, donc ça c'est la conférence de presse. Parce qu'il est à Stockholm, pourquoi ? Pas pour faire du ski, mais parce qu'il a le prix Nobel de littérature. Et il nous dit, en fait il est interpellé, je pense, par un étudiant algérien qui vit en Suède. Et c'est intéressant le contexte, parce que l'étudiant algérien lui dit... Pourquoi est-ce que vous vous émouvez tant des victimes hongroises de l'invasion de l'Union soviétique et jamais des victimes algériennes sous les coups, sous les balles de l'armée française? Et donc s'ensuit un débat. Il y a deux citations différentes, une rapportée par Le Monde et une rapportée par des gens qui étaient plus proches de Camus, et je pense que c'est la deuxième citation qui est correcte, mais c'est finalement, il dit entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Et la version, je crois, plus correcte, c'est si c'est cela la justice, je préfère ma mère. Et finalement, ça revient au même. Mais le contexte, c'est quoi ? C'est Camus qui dit ici, le FLN met des bombes dans des tramways et ma mère est dans le tramway. Voilà ce que ça donne, voilà ce que c'est que la guerre d'indépendance. Donc il y a une sorte d'amalgame, d'un certain amalgame ici, parce qu'il ne va pas du tout parler, par exemple, des bombes dans la rue de Thèbes, qui déclenche vraiment cette stratégie du FLN. Et puis il ne va pas parler de toute cette violence qui a lieu en Algérie depuis 1830. Une violence qui est systématique, où il y a une politique française de massacre qui est mise en place par Bugeaud, et il s'agit systématiquement, c'est vraiment une politique, c'est pas un ou deux excès, ce ne sont pas des bavures, c'est de dire on va détruire les villages, on va déraciner les arbres, on va planter des vignes, les gens qui se réfugient dans les montagnes, on va les enfumer, ça s'appelle les enfumades, et ce débat... Il y a un débat dans les intellectuels français, entre les intellectuels français au milieu du XIXe siècle, et de Tocqueville dit ici, il faut massacrer pour la gloire de la France. Donc tout cela, c'est intéressant parce que finalement, Camus, il dit je préfère l'essentialisme, je préfère mon peuple. Et il le dit souvent, il sert souvent du mot race. Alors évidemment, si on commence à dire... souligner même cet emploi, on va nous dire c'est un emploi d'époque, mais finalement il choisit vraiment ici sa famille. Il écrit dans son journal à un moment pendant la guerre d'indépendance du peuple algérien, il dira pour moi finalement je veux plus parler, mon rôle c'est d'écrire mes livres pour mon peuple, et son peuple c'est bien les Pieds-Noirs.
Il le dira aussi d'ailleurs plus directement, hein, je crois en 58, il dira, il écrit un article, alors il est fin, il est rusé, hein, le gars, faut le dire. Il va écrire un article, il va dire l'heure de la fin des impérialismes a sonné. On se dit chouette. Et dans le même article, il nous dira la formule même de l'indépendance algérienne est une formule purement passionnelle, ou l'indépendance algérienne est une formule purement passionnelle. Donc, il est en fait clairement contre l'indépendance du peuple algérien, mais il va mettre la forme. Il veut essayer de garder un vernis humaniste ou ou un vernis sentimental, justifié par les valeurs familiales, etc. Donc c'est bien plus compliqué que quelqu'un qui dirait, voilà, vive le colonialisme, vive la France, etc. C'est ce qui fait que, justement, tout le monde peut essayer de récupérer Camus à sa façon. J'aimerais lire un passage en fait, qui revient sur tout ce que tu viens de nous dire. Ce qui fut présenté comme un dilemme cornélien, donc page 42. Ce qui fut présenté comme un dilemme cornélien était donc plutôt, comme l'écrivit lucidement Messaoud Ben Youssef, l'aveu qu'il ne pouvait imaginer pour sa mère d'autre statut que celui que lui garantissait l'oppression d'un peuple. Un aveu involontaire dont on trouve les racines jusque dans le personnage le plus violent, le plus injuste envers les Algériens, Raymond Sintès, qui est, nous l'avons vu, de la famille. Ça, c'est en parlant de... C'est l'étranger. C'est l'étranger, voilà. Ainsi, ce refus du mouvement... Oh oui, puisque c'est le nom de sa mère. Ainsi, ce refus du mouvement historique vers la décolonisation, qu'il sait inévitable, fait de Camus une figure baudelairienne. Dernier grand écrivain colonial, il est à rebours de l'histoire. Donc, je te salue pour ce passage parce que moi, je le trouve très, très, très parlant. Merci. J'ai un petit fil de questions parce que, en fait, vu ce qui se passe en ce moment et en t'écoutant, je peux pas m'empêcher d'y penser à la situation en Palestine qui fait vraiment écho à tout ce que tu nous dis ce soir. Et donc, avant d'en parler, si ça te dérange pas d'en parler, j'aimerais qu'on revienne sur la notion d'indigénéité parce que j'ai trouvé ça très intéressant en te lisant. Il y a un passage, page 108, donc je vais le lire parce que vraiment, je sais pas si ça va vous choquer, mais moi, je me suis dit, ah d'accord. Donc il parle, c'est quelque chose que tu as évoqué aussi, l'idée que, en écrivant Le Premier Homme, l'idée que, en fait, une terre colonisée, c'est une terre qui est vierge, un peu. C'est assez classique hein, dans tout processus colonisateur, bref. Dans le colonialisme en général, on retrouve ce mythe. Donc aux États-Unis, la terre promise aux chrétiens, qui est vierge, et en réalité, elle n'est pas du tout vierge. Ils ont dû tuer, massacrer et importer des maladies pour se débarrasser des populations locales. Et en Palestine, où on entend souvent l'expression une terre sans peuple pour accueillir un peuple sans terre, en parlant des Juifs. Donc il y a toujours cette notion en fait d'une terre qui est pas peuplée et qui va être peuplée par ceux qui vont écrire cette histoire, donc qui est une histoire coloniale. Et donc la question de l'indigénéité, désolée si j'écorche le mot, elle se pose bien souvent, surtout en ce moment en Israël-Palestine, parce qu'on parle justement du fait que les Juifs seraient les vrais indigènes, etc. Bref, cette question, elle est vraiment intéressante dans tout contexte colonial. Et en fait, dans le contexte de l'Algérie colonisée par la France, on retrouve ce rêve, en fait, d'une terre vierge qui a accueilli les colons, qui sont en fait les pieds noirs. Et donc, quand tu dis que Camus parle à son peuple, en fait, il parle aux pieds noirs, il parle jamais aux Algériens. Donc, pour lui, les Français sont des Algériens. Parce que les Algériens, ils les appellent les Arabes. Donc je vais lire le passage, ça va être plus clair. Car ce rêve du retour à ce passé colonial est détruit, le fantasme des pieds noirs comme indigènes d'Algérie entretenu par Camus. Donc, citation, « Les Français d'Algérie sont eux aussi, et au sens fort du terme, des indigènes. » Donc, fin de la citation. Et démonté par les Algériens eux-mêmes, le désarroi personnel et l'incompréhension de Camus sont à l'échelle de la défaite française imminente et de son occultation à venir. Donc là, on retrouve en fait cette idée que... finalement, les colons sont des indigènes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en tout cas à partir de Camus et de ce qu'il entend par là, pourquoi en fait des colons seraient des indigènes ? En tout cas, en contexte français, pourquoi en fait ce discours a pu exister, tout simplement ? C'est parce que c'est la justification ultime du projet colonial. Et ça passe par cette déshumanisation des véritables indigènes. Donc je pense que c'est la première chose. La deuxième chose,
je reviens à cet article où il commence en parlant de la fin des impérialismes et en même temps il dit que l'indépendance algérienne est une formule purement passionnelle. Et dans ce passage-là, attends que je me souvienne, ça y est, je commence à avoir un blanc. Dans ce passage-là, il dit qu'il n'y a pas de nation algérienne. Voilà. Donc ça, c'est quand même un des grands... En fait, on est en train d'ici de faire la liste des talking points, des mots, des arguments d'une France coloniale, mais surtout des pieds noirs ici. Et donc, il s'agit de nier, finalement, l'authenticité algérienne. C'est ça qu'il faut faire. Et il faut donc prendre le mot et se définir, prendre le mot algérien et en tant que pied noir et dire voilà, les Algériens c'est des Français et les Algériens c'est des musulmans, mais il y a toutes sortes d'autres catégorisations. Donc c'est une façon d'essayer finalement de faire un remplacement. Que dire d'autre, hein? Il y a vraiment pas il n'y a pas de logique. Finalement, c'est un peu comme le racisme. Le racisme, c'est quoi? Est-ce que c'est une théorie qu'on peut expliquer? Alors évidemment, si pour certains, il y a certains théoriciens du racisme, mais le racisme, c'est aussi une façon pour certains groupes de se reconnaître entre eux. Donc pour les colons, ils se retrouvent entre eux, et c'est presque comme une sorte de classe sociale qui se retrouve entre eux, donc avec un statut supérieur aux autres. Et donc, ils se retrouvent entre eux en faisant des blagues racistes ou en se nommant indigènes. Et il y a une sorte de création artificielle ici. Et ce livre, Le Premier Homme, c'est en train d'essayer de faire une sorte d'historique, justement. Un historique, une sorte de falsification de grande emprise, de grande ampleur, avec le mythe que les révolutionnaires de 1848, donc la grande tragédie de 1848, c'est après la victoire de février 1848, où il y a une vraie révolution, il y a une répression bourgeoise horrible en juin, où les ouvriers sont massacrés par les bourgeois, et plein de personnes sont déportées, et selon Camus, les plus révolutionnaires seraient eût été déportés en Algérie. Même chose pour 1870 et la Commune. En fait, tout ça, c'est faux. Mais il y a la volonté d'essayer de mythifier la colonisation presque à tout prix pour Camus. L'exemple pour moi que je trouve le plus incroyable, c'est on a une scène, donc c'est Jacques Corméry, le narrateur, qui est un sorte de substitut relativement grossier pour Camus lui-même, qui voulait aussi appeler Adam de temps en temps. Donc une fois encore, Adam, je ne suis pas très Bible moi, mais je sais qu'Adam c'est censé être le premier être humain. Donc là aussi, on a un colon, premier être humain, donc qu'est-ce qui était avant? Et Cormery rencontre des colons. Et ce sont souvent des figures patriarcales. Et il en rencontre un et qui est présenté comme une victime. Pourquoi? Parce que ces champs de vignes, il va devoir les quitter. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il les arrache. Et donc, on a tout un passage où on voit ce propriétaire terrien d'une terre qui a été volée, présenté comme victime parce qu'il arrache les plants de vigne qu'il a plantés. Et donc, il dit, je veux que personne n'en profite. Ce qu'on nommait, ce qu'on oublie ici, c'est que cette vigne, elle a été plantée à la place d'oliviers. C'est quand même extraordinaire. Alors, on aurait envie de faire une édition critique du Premier Homme. Je pense que ça serait important. Parce que si on lit le Premier Homme sans avoir une préface ou sans avoir un appareil critique, on se dit, mais le grand drame de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la décolonisation. Et donc, ça fait partie de toute une sorte de panoplie rhétorique. Alors après, pour expliquer pourquoi, c'est pas explicable, finalement. Okay. Ouais. Pour encore faire un parallèle avec la Palestine, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus ce soir, vu le contexte. Tu parles beaucoup de la violence et de la contre-violence et de son positionnement vis-à-vis de ça. Donc Camus se présente comme une personnalité non violente. En tout cas, il appelle quasiment jamais, enfin bon, on verra ça, mais il appelle pas pour la violence, en tout cas pas pour la violence des opprimés contre leurs oppresseurs. Donc quand il parle des massacres à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en Algérie,
du mois de mai 1945, il emploie des termes en fait qui sont révélateurs du rapport de force coloniale. Donc quand il s'agit de la violence qui est déployée par la France, il parle de force et de répression. Mais quand il s'agit de la contre-violence qui est opposée, en tout cas de la part des Algériens aux colons, il parle de massacre. Et on retrouve un parallélisme qu'on retrouve en fait aujourd'hui. C'est celui qui est fait entre les opprimés et les nazis. En fait, ça devient eux qui sèment la terreur. Donc on peut parler de terrorisme et parfois même il compare aux nazis. Donc c'est ce qui fait que t'en parles à la toute fin du livre quand il parle de ce qui se passe à Madagascar. Donc peu importe le contexte colonial, même en Indochine, ses positionnements par rapport au massacre, puisque certes, quand il y a situation de contre-violence, bien sûr, les colons se font aussi tuer. Donc, c'est une autre thématique. Mais quand il s'agit de ces pertes humaines-là, il est prêt à condamner assez facilement cette violence, en fait, de la part des opprimés. Oui, enfin, je pense qu'il y a clairement deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a aussi, là aussi, on retrouve dans les faits, dans son journalisme, entre guillemets, qu'on retrouve dans ses textes, dans ses romans, une hiérarchisation raciale. Et donc, il y a une sorte de... comment dire, il est scandalisé plus par les douzaines de morts à Madagascar que les dizaines de milliers de Malgaches qui ont été systématiquement massacrés par l'armée française, où ils allongeaient les gens sur les routes et puis ils allaient en camion pour les écraser parce qu'ils n'arrivaient pas à les tuer plus rapidement. Le 8 mai 45, c'est quand même un grand jour que moi j'ai célébré. Mon père est anglais, c'était un grand jour de libération jusqu'au jour où je me suis aperçu, donc c'est la victoire des forces alliées, surtout l'armée soviétique, il faut le dire, sur les nazis en Europe, mais le même jour, l'armée française bombarde massacre des Algériens. Pour la plupart d'entre eux, c'était des vétérans. C'est-à-dire que les rares victoires de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale se sont passées grâce aux tirailleurs algériens en Italie. Et sinon, par exemple, la libération de Paris, la deuxième DB de Leclerc, c'est une mise en scène autorisée par les Américains. Et bien sûr aussi expurgés de tirailleurs sénégalais qu'on ne voulait pas voir rentrer sur Paris. Donc ici, il y a une dimension raciale qui est explosive et dont on ne parle absolument pas. Et cette dimension raciale, elle se vérifie aussi par, une sorte de scandalisation à géométrie variable, qu'on retrouve dans les informations aujourd'hui, bien sûr, et avec aussi une rhétorique quand même assez affligeante, qui est, alors pour Camus c'est à demi-mot, mais quand les Indochinois gagnent leur indépendance, Camus dans son journal intime dit « ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle juin 40. » Et juin 40, c'est la défaite de l'armée française contre les nazis. Donc le parallèle, et je l'explique aussi, il fait un parallèle et il compare implicitement, mais alors l'implicite, je suis gentil, les Malgaches aux nazis, et il se met il fait des comparaisons extrêmement douteuses, parce que d'une certaine façon, il y a une vision coloniale, nationaliste ici, très profonde. Qu'on retrouve aujourd'hui, bien sûr, dans la façon dont les informations sont traitées. Dans la façon dont les gens... aux États-Unis, par exemple, on a une membre du Parlement, un congresswoman, qui a été censurée pour avoir dit « je veux qu'on arrête le génocide à Gaza ». Et cette personne va... là, a été censurée, je ne sais pas elle va être réélue ou quoi, mais il y a une pression énorme ici. Et Camus, il a participé à cette légitimisation de la force, de la violence coloniale, qui, parce qu'elle est soutenue par un État, est considérée comme une force, et la contre-violence anticoloniale, elle est considérée comme du terrorisme. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant aussi dans ton analyse de Camus, c'est que tu dis qu'on en a fait l'anti-Sartre, et on comprend que ton point de vue
rejoint celui de Sartre, qui était en fait une figure c'était un peu l'opposition de ce qu'était Camus, en tout cas sur le positionnement par rapport au colonialisme. Et donc il me semble que Sartre considère que l'appel à la non-violence, ou en tout cas à la condamnation de la contre-violence de Camus, revient en fait à un soutien et un maintien du statu quo. Et qu'en fait, ça c'est les mots de Sartre, il me semble, qu'en fait Camus se porte en faveur de la violence chronique, parce qu'être pour le maintien d'une situation coloniale, finalement, c'est valider cette violence. Bah, oui, si on dit paix en Algérie, ce qui était le mot d'ordre du Parti communiste pendant quelques années au début de la guerre d'indépendance du peuple algérien, si on dit paix en Algérie, et c'est l'Algérie coloniale, et ben à ce moment-là, ça va rester colonial. Donc ça, c'est quand même finalement le grand débat, la grande différence entre Sartre et Camus. Bon, il y a des différences de classe, mais ce qui rend la rupture irréversible, c'est le colonialisme. Et cette position, j'allais dire, faussement égalitaire de Camus, qui dit, bon, d'un côté, il y a la violence des Algériens, de l'autre côté, il y a la violence des Français, je veux qu'on fasse une pause. Mais la présence française elle-même est une violence. Je veux dire, il y a tout un peuple qui ne peut pas parler sa langue, qui ne peut pas pratiquer sa religion, qui a été spolié de ses terres. Enfin, tout ça, tout le monde le sait ici, dans cette salle. Mais quand, encore une fois, on présente les discours de Camus sans contexte historique, on se dit, il doit avoir raison. Il est contre la violence. Moi aussi, j'ai contre la violence. Mais on ne sait pas que la violence, elle commence dès 1830. Et donc ici, en fait, ce travail aussi, c'est un travail de recontextualisation. Parce que ici, je pense qu'une grande partie de l'éducation française, c'est de mettre en pratique un certain oubli historique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Ernest Renan, qui est une sorte d'idole, encore une fois, des élites françaises aujourd'hui, qui dit dans un pamphlet, un essai bien connu, Qu'est-ce qu'une nation ? Qu'une nation va être formée sur l'oubli. Et que les progrès historiques sont souvent un danger pour la nation. Il s'agit effectivement, parce qu'on se souviendrait de massacres, etc., etc. Donc ici, c'est qu'est-ce qu'une nation ? On aurait envie d'ajouter, qu'est-ce qu'une nation impériale ? Et beaucoup de nos élites, à travers Camus, mais pas que, se sont efforcés de nous faire oublier des réalités. Ouais. Et cet oubli des réalités, en fait, on le retrouve aujourd'hui de manière tout à fait évidente avec ce qui se passe en Palestine. Donc ce refus, en fait, du contexte colonial qui caractérise Camus, en fait, il nous caractérise finalement, nous aussi, depuis, en tout cas des pays comme la France ou les États-Unis, depuis l'Occident de manière générale. On se refuse bien souvent, même actuellement, de voir l'histoire, la situation coloniale quand il y a un contexte de violence. Oui, mais aussi, je pense que ce qui est important, c'est peut-être de penser aussi, pour le présent, d'une situation, j'allais dire, néocoloniale. Tout le monde adore parler du post-colonialisme, mais post-colonialisme, ça implique une fin. Ça implique un après, alors qu'on est en fait en plein dans une manifestation de l'impérialisme. Moi, je dirais que le colonialisme, c'est une forme de l'impérialisme, et le néocolonialisme, c'est aussi une autre forme de l'impérialisme. Et ce que je veux dire par ça, c'est que le néocolonialisme, il y aura peut-être, les pays auront peut-être, c'est bien sûr pas le cas de la Palestine, leur propre drapeau, leur propre gouvernement, mais avec des bases françaises, avec les trains, les chemins de fer, les ports, propriété de grands groupes français. Et on se retrouve avec des situations comme le Niger, où ils n'ont quasiment pas d'électricité dans ce pays. Mais ils donnent de l'uranium, enfin ils donnent. Et c'est ça, c'est du colonialisme extractif. Hein. Mais il y a des élites qui travaillent pour les grands groupes français. Et l'électricité française, la lumière qu'on a là, 30% de cette lumière, 20% de cette lumière vient de l'uranium du Niger. Donc on est dans une situation aujourd'hui avec le pétrole du Gabon, l'uranium du Niger, beaucoup de matières premières de Côte d'Ivoire, etc. Enfin, j'ai pas toute la liste, mais ça continue. Ça continue, et ça, cette France-Afrique, que dans les années 80, on disait n'existe plus, elle existe encore, et de façon... il y a le franc CFA. C'est une monnaie de toutes les anciennes colonies qui est contrôlée par la Banque de France, indexée sur l'euro. Enfin, on est en plein néocolonialisme, on est en plein impérialisme aujourd'hui. Mais même le mot impérialisme, si je dis ça,
sur France Culture. Les gens sautent au plafond parce que c'est pas censé, ça fait pas partie du lexique de gens respectables. Mais on est en plein dedans. Et c'est une actualité qui est militaire, qui est politique et qui est économique. Moi, j'ai une dernière question. Après, je propose d'ouvrir du coup les questions avec la salle. C'est une question un peu bête, mais en te lisant, je me suis demandé finalement, est-ce que Camus, il a fréquenté des Algériens de son temps ? Réponse immédiate, oui. Il en a fréquenté pas mal, mais alors ça serait bon. Ça c'est une question pour des gens qui, par exemple, je pense à Christiane Cholet-Achour, elle était pied noir d'une famille pro-indépendantiste et qui a beaucoup écrit là-dessus. Mais il a eu des contacts, il a eu des discussions franches. Par exemple, moi je pense à Mouloud Ferraoun. Ils ont eu des discussions avec des débats où il n'y a pas eu il y a pas d'accord finalement. Et alors il a fait une tentative un peu de récupération pour son discours du Nobel, justement, où il cite des écrivains algériens. Il dit, oui, nous faisons partie d'une grande famille, etc. Mais après, on lit les écrivains algériens, ceux qui connaissaient Camus à son époque, et du temps qu'il était vivant, et là, il y avait une critique assez forte. Alors après, une fois que Camus décède, Khateg Yassib va dire des choses positives, mais c'est autre chose. Si on dit des choses positives sur Camus, de la perspective et d'un lieu qui est l'Algérie indépendante, ça c'est différent. Si on dit Camus est un écrivain algérien, on lui dit ça dépend qui le dit. Si c'est un Algérien qui le dit, ça a un autre sens que si c'est un Français. Donc pour les rapports de Camus avec les écrivains algériens, il faudrait vraiment... moi je pense que c'est une question sur laquelle je sors mon joker. T'en as plein pour ce soir, t'en fais pas. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a même des Algériens qui vont dire on a 2 prix Nobel et l'un des 2 prix Nobel c'est Camus. Ouais. Donc il n'est pas complètement rejeté par l'histoire nationale algérienne, mais ouais, il y a une relation un peu ambigu. Mais je pense que de toute façon, l'Algérie, c'est pas un gros bloc, donc il y a des gens qui l'encensent, il y a des gens qui le critiquent, il y a des gens qui encensent son écriture et qui critiquent ses prises de position, etc. Et d'une certaine façon, oui, il fait partie de cette histoire algérienne, même si donc il fait partie d'un certain patrimoine culturel. Et ça veut dire qu'en Algérie, on peut prendre en compte le fait qu'il y a un talent d'écrivain et qu'il ait été aussi colonial. C'est beaucoup plus difficile dans le discours mainstream de retrouver une appréciation telle que celle-là en France. Tout à fait. Merci. Moi, je propose au reste de la salle de poser les questions. Si vous avez des questions, je peux vous passer le micro, des remarques. Je voudrais revenir sur la notion d'indégénéité que vous avez commencé à aborder, et notamment sur la question des pieds noirs comme classe sociale, et donc la manière dont en fait Camus porterait une sorte d'incarnation du pied noir, d'incarnation de la classe sociale. Et pour ça, j'aimerais utiliser la notion de mauvaise foi sartrienne dans cette opposition, où on peut avoir l'idée que Camus, même s'il a participé de façon très consciente en étant réformateur de la colonisation, donc qu'il a participé au maintien de la présence française sur le territoire algérien, est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit plus ou moins emprisonné dans son identité pied noir, et donc incapable de se penser autrement et de penser une lutte décoloniale autrement qu'à travers une identité pied noir. Et justement, je voudrais revenir sur la phrase de Renan sur le fait qu'une nation est formée sur l'oubli. Est-ce qu'il y a un peu cette impossibilité chez le pied noir de se penser autrement qu'en tant que colonisateur, puisque ça reviendrait à oublier leur position et donc à se retrouver sans nation, à se retrouver en exil? Il y a plein de choses. Donc, moi, je pense tout de suite on se tutoie, à ce que tu as dit sur les pieds noirs. Je pense qu'il y a eu des pieds noirs, justement. Et c'est un des exemples que les Camusiens, enfin, c'est des aspects dont les Camusiens ne veulent pas parler. C'est le fait qu'il y a eu des pieds noirs qui se sont
qui ont rejoint, qui ont décidé de devenir algériens et qui ont rejoint le combat et la cause du peuple algérien, dont par exemple Fernand Yveton, et il y en a bien d'autres. Et cela, on en parle beaucoup plus, je pense à Maurice Audin, etc. Mais ça existe. Et donc ça, c'est en fait... Pourquoi est-ce que c'est difficile pour l'establishment d'en parler ? C'est qu'il y a un contre-exemple. C'est qu'on peut transcender son identité essentielle. Et ça serait ça le principe sartrien ici. C'est pouvoir décider de dire, voilà, je suis blanc, je suis d'une famille de colons, je suis d'une famille de bourgeois, et je décide de transcender ces appartenances sociales essentielles, essentialistes, et de me battre pour une idée de la liberté. Et donc ça, c'est un travail très difficile. Et Sartre le fait par rapport à sa classe sociale. Il dit « Je hais les bourgeois et je haïrai les bourgeois, et cette haine ne s'arrêtera que quand je serai mort. » Façon de dire qu'il était bourgeois lui-même. Mais en même temps, c'est vrai que du point de vue des actes et du fait que, par exemple, donc là aussi, il y a une appartenance pour Sartre qui va au-delà de la nation, quand il dit qu'il souhaite la défaite de l'armée française. Son appartement se fait plastiquer 2 fois par l'OAS. Donc il y a cette volonté de sortir d'une condition sociale ou d'un essentialisme qui est finalement... qui est présente chez Camus, mais pas, je ne pense pas de sortir, mais de la camoufler. C'est-à-dire qu'il y a un moment au début de la guerre d'indépendance du peuple algérien, il dit « je ne veux plus parler de l'Algérie ». Il veut plus en faire face. Et d'ailleurs, on retrouve aussi dans l'étranger, c'est un désir aussi de ne pas faire face. Et dans la peste, encore plus à cette réalité. Alors, est-ce que c'est une mauvaise foi ? Il y a un vrai désir de camoufler les choses. Et je pense... qu'on le retrouve ça dans son journal intime, quand en 54, en 55, quand la guerre d'indépendance commence, il ne dit rien sur le sujet. Et ce n'est que contraint et forcé qu'il en parle. J'espère que j'ai répondu plus ou moins à ta question. Juste pour revenir sur cette idée de sortir de son appartenance nationale, quand Renan il parle de la nation, il ne parle pas de la nation uniquement en tant que forme étatique, mais aussi de la nation comme forme culturelle. Oui. Donc son appartenance à un imaginaire, d'où le fait que, moi ce qui me marque beaucoup dans l'écriture de Camus, c'est qu'il aime l'Algérie, non pas parce qu'il aime le peuple algérien et ses cultures, il aime l'Algérie comme il aime un territoire, et c'est à cet imaginaire qu'il semble attaché. Et justement, c'est plus comment est-ce qu'on sort de cet imaginaire en tant que colonisé. Alors, je pense que... Alors d'abord, moi je pense que ce que tu dis, c'est absolument vrai, et on le retrouve dans le premier paragraphe de La Peste, où il y a le passage, c'est Oran, qui n'est rien d'autre qu'une banale préfecture française de la côte algérienne. Alors c'est vraiment créer un imaginaire. On imagine, ah voilà, Oran, d'accord, c'est sur la côte algérienne, c'est français. Et c'est pas le coup de pistolet qui va tout changer, c'est juste... voilà, on arrive dans une forêt, il y a des arbres, etc. Et donc ça, c'est une ratification. Alors après, comment on fait ? Il y a d'autres romanciers, il y a l'appareil critique. C'est-à-dire, il s'agit ici de pouvoir appréhender ce texte pour ce qu'il est, un texte qui fait partie d'une culture coloniale. Et Gramsci parlait, à un moment, quand il se retrouve dans les prisons de Mussolini, Gramsci, donc militant du Parti communiste, dirigeant du Parti communiste italien, il se dit mais comment ça se fait que j'ai atterri là alors qu'il y avait un parti socialiste énorme, et il se dit mais c'est aussi un problème culturel. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le sens commun pour les ouvriers italiens ? Qu'est-ce qui va de soi ? Qu'est-ce qui ne va pas de soi ? Et pour nous, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Est-ce qu'on peut imaginer la fin du capitalisme, ou est-ce que c'est plus facile d'imaginer la fin du monde et la planète en flammes, etc. Cette planète qui existe depuis des milliards d'années, et le capitalisme, il nous semble comme ça invincible. Eh bien, finalement, c'est vraiment... et donc, lui, il se met à étudier les textes. Quels sont les textes, quels sont les films que nous voyons qui vont formater notre imaginaire. Et là, on en revient à l'enseignement de la littérature française et de la littérature en France, avec d'abord des cours d'histoire
problématiques, pour le dire gentiment, sur les croisades, mais aussi la chanson de Roland, etc. etc. Donc c'est pas juste un texte, il faudrait vraiment... et il ne s'agit pas d'effacer ces textes, il s'agit de les garder, parce que ce sont en anglais on dirait des exhibits, ce sont des documents. Et donc aux États-Unis, il y a une mode, on va dire, voilà, Mark Twain a écrit un grand roman qui s'appelle Huckleberry Finn, et dedans, il se sert d'un mot, on appelle ça en anglais des N-word, et il faudrait l'effacer. Non, il faut le garder. Il faut le garder. Il ne faut pas neutraliser les textes. On ne va pas rajouter des passages anticoloniaux dans l'œuvre de Camus. C'est justement, ça nous montre quelle était la France à ce moment-là. Donc je pense que c'est important de nous déguiser nos perceptions. Et de se battre dans les salles de classe, dans les textes, la littérature, l'interprétation littéraire, c'est aussi un engagement politique. Et puis les films et les romans à faire, c'est aussi des engagements politiques. Tout d'abord, merci pour cet échange. Je vais essayer de me contenir parce que ça m'a fait penser à plein de choses. Je voulais juste partager une formulation pour bien faire la distinction entre les pieds noirs pro-indépendantistes et les pieds noirs à la Camus. On les appelait les pieds rouges. J'ai appris ça il y a quelques mois grâce à Hélène Moktefi, qui elle est venue de New York, qui était justement juive de New York, et qui est venue se battre et a connu Fanon notamment pendant la lutte pour l'indépendance. Et donc c'était pour la petite parenthèse. Et en fait, j'ai pas encore eu l'occasion de lire ce livre, mais j'ai pu écouter lire des choses. Le titre, Oublier Camus, il a fait, je trouve qu'il a vraiment matérialisé un malaise que j'avais ressenti en tant gentille petite étudiante en lettres ou en bac L. Et je me souviens justement que j'avais lu Camus puisqu'il était au programme. Et évidemment, étant d'origine algérienne, quand j'ai vu le mot arabe, l'anonymisation, je m'étais dit, mais il y a un petit problème là. Puis c'était l'universalité. À l'époque, j'avais pas les outils, mais je comprenais qu'il y avait un problème. Et puis en fait, ce livre, c'était ma mère qui l'avait pris à une bibliothèque, qui l'avait emprunté, mais elle ne l'avait pas rendu parce qu'elle-même avait ressenti ce malaise, elle avait décidé de ne pas le rendre. Mais bon, du coup, oublier Camus, c'est pas brûler le livre, c'est le garder et puis après oublier un discours sur Camus. Et donc ce livre tombe à point nommé, on va dire, dans cette réflexion que je me faisais. Et en fait, ça me fait aussi penser à un livre de Kamel Daoud dont je sais pas trop quoi faire, c'est Meursault contre enquête. Et en fait, j'avais également ressenti un malaise, et je sais pas si tu en parles dans... Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce roman ? Alors, juste sur le vocable pied noir, pied rouge, moi, je pense que les pieds rouges, c'est ceux qui sont décidés d'aller en Algérie après l'indépendance. Mais je me trompe peut-être. Mais en même temps, il y a un livre de Pierre Daume qui s'appelle « Ni valise ni cercueil », qui parle des pieds noirs, qui est très intéressant, parce qu'il y a tout ce mythe, encore une fois, dans la presse mainstream, qu'une fois l'indépendance, les pieds noirs, c'était soit ils allaient être massacrés, soit il fallait qu'ils partent, alors que c'était faux. Et il y en a qui sont partis, que moi je connais, qui sont partis, mais ils sont partis. Pourquoi ils sont partis ? Pour pas se faire tuer par l'OAS. Et après, ils sont revenus en Algérie. Donc on a toutes sortes de mythes là-dessus. Donc c'est intéressant de pouvoir concevoir certains pieds noirs comme des alliés de l'indépendance qui sont restés, qu'il y en a qui sont encore en Algérie et qui ont décidé de devenir algériens. Mais je me trompe peut-être aussi. Sur le titre, effectivement, le titre c'est une provocation pour certains, et puis pour d'autres c'est un clin d'œil. C'est pour dire wow, ça commence à bien faire. Et puis le titre aussi est expliqué. Alors, il y a plein de gens qui s'offusquent du titre, mais après, s'ils lisent, je l'explique. Alors, pour Kamel Daoud, il y a plein de choses à dire. Donc, le titre de son livre, c'est « Meursault contre enquête ». Et ça commence vraiment une sorte de coup de tonnerre, parce que c'est donc l'histoire de l'étranger. Vous connaissez l'histoire de l'étranger, donc c'est un Algérien qui se fait tuer par Meursault. L'Algérien, on ne sait pas son nom, rien du tout. Et donc, Kamel Daoud décide, il va écrire du point de vue du frère de l'homme qui a été tué. Et il y a une sorte de discours entre un universitaire français et ce frère, et c'est dans un café, alors c'est sur
c'est dans le style de la chute qui se passe dans un café à Amsterdam. Là, c'est un café à Alger. Et ils discutent entre eux. Et alors, au début, on se dit, quel tour de force! Et c'est vrai que c'est un sorte de coup de tonnerre. Mais en fait, on s'aperçoit que l'ennemi dans Meursault contre enquête, c'est l'oubli, effectivement, mais c'est aussi l'État algérien et c'est aussi l'islam. Alors, l'État algérien, ça se manifeste parce qu'il y a une scène dans l'étranger où Meursault est confronté au procureur. Et le procureur dit, mais vous avez des vrais problèmes, et vous savez ce que c'est, ça, il lui montre un crucifix. Vous savez ce que c'est, ça, c'est le Christ. Et dans Meursault contre enquête, la scène parallèle, pour ainsi dire, c'est un officier de police qui montre le drapeau algérien et il lui dit, vous savez ce que c'est, ça? Et donc, il y a une identification du nationalisme algérien à la chrétienté, au christianisme. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a en fait 2 versions de Meursault contre enquête. Il y a la version publiée aux éditions Barzac. Cette version-là, elle a été publiée en 2013, je pense, ou 2012. Et après, il y a la version Actes Sud en 2013, un an plus tard. Ces 2 versions sont différentes. Il y a des changements. Dans la version publiée en Algérie, il est beaucoup plus dur sur Camus. Il parle d'un personnage qui s'appelle Camus Meursault. Il lui dit, quand tu étais à Oran et que tu as fait des tentatives de génocide, vraiment un discours franc et avec beaucoup moins de compromis sur la colonisation. 1 an plus tard, le texte arrive sur le marché français. Preuve que quand on parle de Camus, il faut y aller avec des gants quand on veut avoir du succès. Et là, le texte est différent. Et c'est un texte où il y a des citations, par exemple, où il dit, le personnage principal dit « Bon, le colonialisme, c'est une histoire finie ». Donc il n'y a pas vraiment ici un devoir mémoriel extrêmement accentué. Donc il y a une capacité en tout cas à s'adapter qu'on remarque et que je remarque dans le livre. Merci. Et effectivement, je pense que le terme pied rouge, ça veut bien faire référence aux gens qui ont décidé de se joindre à la cause. Donc voilà, c'était un mea culpa. Mais merci pour cette réponse. Merci. Je voulais poser une question, notamment par rapport à la phrase que vous avez dit entre la justice et ma mère, je préfère choisir ma mère. Et toute la pensée un peu de l'absurde élaborée par Camus. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu du coup par l'absurde de normaliser un peu ce qui se passe en disant ça me dépasse, j'y comprends rien et du coup je me rattache à des choses un peu concrètes, un peu réelles, avec un peu cette négation de l'implication personnelle qu'on peut avoir, notamment dans le processus, comme on l'a dit, des porteurs de balises, dans le processus de décolonisation qu'il peut y avoir. Disons que l'absurde, l'absurde, ça arrive dans la vie de Camus, enfin sa théorie de l'absurde, à un moment où il a eu des énormes déceptions professionnelles parce qu'il a fait des études et on lui dit que finalement il ne peut pas faire le concours, il ne va pas être accepté par l'éducation nationale parce qu'il a une tuberculose et que donc ce n'est pas un bon investissement pour l'État français. Son premier mariage tombe en morceaux. Et il y a ce fameux projet de loi Blum-Violette de réforme du colonialisme, entre guillemets, parce que ça n'aurait vraiment rien réformé du tout, qui là aussi tombe à l'eau. Et donc, il y a une sorte d'indifférence, de profonde désillusion, et de ça sort cet absurde, que rien ne fait sens finalement, et que si rien ne fait sens, à ce moment-là, il y a un deuxième absurde, c'est-à-dire vivre sa vie de façon absurde. Il faut devenir un homme absurde, il n'y a pas de femme absurde. Et ça, c'est une sorte de nihilisme et d'hédonisme. Et donc une vie consacrée, alors il a un chapitre sur les donjons, sur les acteurs, etc. Mais par rapport à ce refus, effectivement, il parle de la défaite de l'intelligence, du refus des explications. Et donc son absurde, c'est d'abord le constat que nos vies, il y a une seule certitude, c'est qu'on va mourir, et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, et que donc dans ce contexte-là, rien ne peut faire sens. Et si rien ne peut faire sens, à ce moment-là, on ne va pas essayer de comprendre l'histoire. Et donc ça facilite les choses. Et il y a un certain nihilisme. Alors, il est obligé de transformer ça en révolte, en théorie de la révolte. Pourquoi ? Pas du tout à cause d'une prise de conscience, d'une révolte imminente du peuple algérien, mais parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il est obligé de s'engager dans la résistance, tardivement. Et donc, il crée une théorie de la révolte. Mais cette théorie de la révolte, elle est très limitée. Elle est limitée parce qu'il ne faut pas que ça soit une idéologie. Il ne faut pas que ça s'inscrive dans un mouvement de long terme. C'est juste une impulsion. Et
fait notable, la révolte ne vaut que pour les peuples européens. Donc pas de révolte ailleurs. Donc il y a une sorte de... Quand on regarde les concepts camusiens, j'ai pas vraiment envie de parler de philosophie, eh bien leur principe correspond... leur principe correspond finalement à quoi ? À l'attachement de Camus au colonialisme. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a beaucoup... En fait, moi, j'ai eu un débat avec une amie, justement, sur Camus. C'était à 3h du matin, je crois. On était là en mode... Mais est-ce que Camus, il est algérien ? Non, il n'est pas algérien. Si, il est algérien. Et il y a cette question de la communion avec la nature, le fait de vanter la beauté, etc., qui revient beaucoup dans ces textes. Et moi, je pense que le fait d'opposer... Justement, Raphaël, tu disais l'absurde, c'est des fois de se dire bon bah de toute façon, moi je comprends rien à ce qui se passe dans ce monde. Il y a beaucoup de choses, des injustices, etc. Et le fait de se dire bah je vais profiter de l'instant présent. Certes, carpe diem, des fois il faut lâcher prise, profiter du temps présent. Mais moi j'ai l'impression que c'est plus une tentative aussi de se dédouaner, de se déresponsabiliser. Du coup, il y a la notion d'existentialisme de Sartre qui entre en compte. Le fait de se dire, et t'en parles, je crois, dans le livre, tu l'opposes, je crois, l'existentialisme et l'absurde camusien, c'est le fait de se dire, de toute façon... moi, ça me dépasse, voilà, je profite de l'instant présent. Et je pense que c'est très dangereux, on le retrouve aujourd'hui, j'ai l'impression, dans certains discours, même avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., le fait il faut prendre soin de sa santé mentale, certes, il y a vraiment cette injonction à, des fois, lâcher prise, mais on le voit dans le cas de la Palestine, certaines personnes... je ne suis pas en train de juger, c'est un constat, mais qui disent, bon, bah, moi, je ne veux plus m'informer, ça affecte ma santé mentale, ça me met dans un état, je veux dire, il y a un génocide, pardon, c'est nerveux, il y a des gens qui meurent, c'est l'urgence, il n'y a pas de... Je pense que cette question de l'individualité, de vouloir se distancier du réel, profiter, aller manger ses pancakes, je dis n'importe quoi, mais c'est très camusien au final. Mais moi je le vois. Non, mais et en fait c'est grave comment ça, je trouve ça impressionnant comment ce genre de discours on réussit on a intégré ces discours là aujourd'hui. Ouais, d'une certaine façon, c'est vrai que si on dit on ne peut rien comprendre, on ne peut rien faire, il faut vivre une vie hédoniste. Pour Camus, c'est ça. Alors, ou une vie où on fait du self-care, du soin de soi, je crois. Et on va faire du yoga en forêt, etc. Bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne s'engage pas. Et il ne se passe rien de son point de vue. Donc ça, l'absurde, c'est aussi ça. Alors après, c'est très hédoniste. Pour la nature, il y a toutes sortes de façons de voir le rapport de Camus à la nature. Une façon, c'est une appropriation de l'espace. C'est une fétichisation du sable, du soleil. Et là aussi, ça revient à... il parle toujours de cette époque, de ce moment où il n'y avait pas d'humanité. Et donc, c'est une façon d'effacer l'histoire. Et si on efface l'histoire... et on n'est que dans l'instant présent. L'instant présent, c'est le colon qui profite de cette plage. L'histoire, c'est une histoire. Et cette histoire, elle incorpore la présence des colons, et avant, des Algériens, et avant, etc. Et donc ça, c'est remis en cause. Après, il y a une autre façon de regarder ce rapport à la nature. J'en parle dans le début du chapitre, c'est qu'il parle de ce rapport à la nature qui est une sorte de découverte pour... une partie pour le prolétariat métropolitain et pour les colons, où grâce au Front populaire, il y a ce grand combat politique, il y a des demandes d'augmentation énormes, il y a des occupations d'usines après l'élection de Blum au présidentiel en 1936, législative, et le patronat décide de donner du temps libre, des vacances. Et là, les gens découvrent la nature. Enfin, les gens. Le prolétariat français. Et donc Camus se fait le chantre de cela dans les Noces à Tipasa. Et en même temps, ça veut être une échappatoire de l'histoire coloniale. Mais Tipasa, c'est quoi ?
c'est des ruines romaines, des ruines impériales, donc on n'échappe pas à l'histoire. Mais je pense que c'est très vrai ce que tu dis. Il y a un côté très, très individualiste chez Camus. Et donc, ça explique en partie sa popularité. Il y a des citations de Camus pour tout. On en voit, il y a des cartes postales, il y a des marque-pages, il y a des t-shirts, etc. Et c'est une façon de se vivre individuellement. Comme l'idée, ce serait on ne peut rien vraiment faire pour changer le monde, mais il faudrait vivre en tant qu'humaniste, ce qui veut dire saupoudrer ses pensées de quelques bons mots, de quelques citations, mais il n'y a pas l'idée de s'engager dans la durée. Et même la révolte, il fait une pièce, les Justes, sur des anarchistes qu'il appelle, lui, terroristes russes, et il y a une codification de la violence. C'est-à-dire que là, la violence, ça ne peut être que si vous risquez votre propre vie et si... Donc il y a des contextes... et il faut préférablement mourir soi-même. Et ça doit être vraiment très éphémère. C'est-à-dire qu'on peut faire un geste violent, mais on ne peut pas se battre contre un système. Donc il y a vraiment une codification ici qui est contre finalement l'action collective de longue durée. L'action collective de longue durée, c'est le combat anticolonial. Mais moi, j'ai envie de raconter une anecdote juste sur un peu ton ressenti. Quand je commence mon job à l'Université de Caroline du Nord à Asheville, j'avais déjà écrit donc, ma thèse et ce chapitre sur Camus. Et j'arrive dans le couloir de ma fac et il y a 2 profs de français. Il y a de moins en moins de profs de français aux États-Unis. Après la guerre en Irak, et il y a eu... le gouvernement français n'était pas complètement au pas, donc il y a eu un mouvement pour la deuxième invasion, et il y a eu donc un mouvement anti-français, les frites aux États-Unis s'appellent les French fries. Donc ils ont changé le nom, ils ont appelé ça Freedom Fries. Ils ont brûlé des disques, les parents ont dit à leurs enfants de ne pas spécialiser en français, etc. Donc ça, c'est une sorte de chute libre. Et j'arrive... La position française. Oui, à cause de Villepin. Et donc, j'arrive et je vois la porte d'un de mes collègues, et il y a une citation de Camus, et c'est « Il n'y a qu'une chose d'importante, c'est d'aimer ». Et là, on me demande « Alors, vous travaillez sur quoi ?» Je sais pas, j'ai répondu à côté, quoi. Parce que je me suis dit, voilà, c'est ça Camus, pour aussi, aux États-Unis, pour une grande partie, c'est vraiment cette idée de l'humaniste, du grand romantique, alors que j'ai envie de dire c'est pas du tout ça, mais c'est ça dans la réalité. Il y a aussi une sorte de lifestyle, et il y a des émissions YouTube que vous pouvez voir si vous avez du courage, qui s'appelle Vivre avec Camus. Alors si vous avez peur, vous avez du vertige quand vous faites de l'escalade, lisez Camus, ça va vous aider. Et puis il y a une autre personne qui dit oui, j'ai un énorme chagrin d'amour, j'ai lu Camus, je me sens mieux. Et après, je me suis arrêté à la 4e personne, mais ça dure longtemps. Et finalement, on nous met Camus à toutes les sauces. Il y a des BD Camus, il y a des mangas Camus, il y a des t-shirts Camus, il y a toutes sortes de films, etc. Alors, quand c'est pas une justification du colonialisme, ou d'essayer de l'affubler d'un humanisme, etc., c'est aussi une énorme opération commerciale. Oui, merci beaucoup pour votre intervention ce soir, qui est très très intéressante. Je voulais juste revenir du coup sur Édouard Saïd, que vous avez mentionné brièvement, je crois, en tout début. Premièrement, j'aurais voulu savoir si vous pouvez revenir un petit peu sur son avis et son interprétation de Camus et de son œuvre. Et ma seconde question, c'est sur la figure de Camus lui-même en tant que figure humaniste. Et pour moi, l'humanisme, il y a un aspect quand même assez moral. Je sais que c'est pas très à la mode, la morale et l'éthique dans notre société, mais pour moi, la morale, c'est vraiment la capacité de pouvoir distinguer le bien du mal. Et je voulais savoir si Camus avait conscience de participer à un discours colonial, à la colonisation, à la légitimisation de la colonisation, sachant que Édouard Saïd a passé sa vie à déconstruire ce discours et à montrer que ce discours justifiait la violence et l'oppression finalement des peuples indigènes et autochtones. Merci pour cette question. Alors, est-ce que Camus avait conscience
d'être, comment dire, est-ce qu'il avait conscience lui-même de participer au discours colonial qu'Édouard Saïd ensuite a montré. Enfin, je sais que c'est pas la même temporalité, mais Édouard Saïd a passé sa vie à montrer que un certain discours avait légitimé une violence qu'on voit encore s'exercer aujourd'hui. Et est-ce que Camus avait conscience de participer à un discours ou est-ce qu'il était victime finalement de son époque et du contexte dans lequel il vivait ? C'est une question auquel il est un peu difficile à répondre. J'ai envie d'abord de parler, tu parles d'humanisme à un moment. Ces mots-là, et de morale, ça peut vouloir dire tout et son contraire. Moi, je reviens à Sartre, quand pendant la guerre d'indépendance, il dit, je ne sais pas si c'est dans sa préface ou dans un de ses textes qui s'appelle « Le colonialisme est un système », et il dit nos lumières, c'était l'exquise justification de notre pillage. C'est comme l'universalisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'universalisme ? C'est un masque pour l'impérialisme ? Ou est-ce que c'est une vraie volonté de justice ? L'universalisme, s'il y a un universalisme authentique, il n'est qu'à venir. Et là aussi, ça dépend de qui en parle et de quel universalisme. Ho Chi Minh, bon, il invoque l'universalisme. Mais quand c'est l'universalisme français et que ce sont des autorités françaises qui en parlent, bon, là, c'est autre chose. Donc, ces mots, ce sont des mots pour lesquels, je pense, on se bat encore, ou des fois, on abandonne certains mots. Pour ce qui est je pense que ce qui fait l'intérêt de Camus, c'est qu'il y a un certain déchirement, d'une certaine façon, ou en tout cas, il veut représenter des positions humanistes, mais derrière, ou juste en face de lui, il y a l'Algérie. Et il y a ce qui se passe devant ses yeux. Donc, je pense qu'il en était conscient, il aurait voulu ne pas l'être, et ceux qui l'ont forcé à s'en rendre compte, c'était Merleau-Ponty, c'était Sartre, et c'est de là que sont nées ces ruptures. Et la réponse de Camus à Sartre, et avant, donc à Merleau-Ponty, je pense en 1947, c'était de dire « mais et l'Union soviétique ?» et le communisme, etc. Et alors là aussi, il faudrait quand même bien dire les choses. C'est que Sartre, quand l'Union soviétique a envahi la Hongrie, il l'a condamné. Quand il y a eu on a appris qu'il y avait des camps de travail en Union soviétique, là aussi, Sartre l'a condamné. Quand la Tchécoslovaquie a été envahie en 1968 par l'Union soviétique, là aussi, Sartre condamne, rompt tout contact avec le Parti communiste. À Cuba, il y a un poète homosexuel qui a été mis en prison, Padilla, rupture de Sartre avec Cuba. Donc il y a une sorte de clarification, même si l'idéal communiste, je pense que Sartre était pour, mais les modalités d'action, il condamnait quand il y avait lieu de condamner. Mais c'était ça, cette sorte de réponse automatique. Camus disait « Je ne veux plus parler de colonialisme jusqu'à ce que vous condamniez les camps de travail soviétiques ». Et c'était ça, finalement, même dans les années 80, si on militait pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, on disait « Ah oui, mais attention, la Nouvelle-Calédonie, ça va devenir soviétique, etc. etc. » Donc il y avait ce débat-là, cette sorte d'anticommunisme primaire, alors qu'on voit que l'Union soviétique, elle avait soutenu la plupart des mouvements indépendantistes en Afrique, en Amérique latine, etc. etc. Donc je pense que oui, il y avait une conscience de cela, mais qui essayait de se camoufler et de dire, voilà, ni victime, ni bourreau, on ne choisit pas, on est contre la violence, etc., etc., alors que c'est refuser de se rendre compte d'une violence historique dans les faits. Et c'est une légitimation de la violence d'État qui est toujours autorisée. Et donc ça, c'est ma réponse un peu alambiquée à ta question. Merci beaucoup. Merci. Sous des vagues souvenirs que j'ai de l'étranger que j'avais lu au lycée, je crois qu'après avoir fait son meurtre, après avoir du coup tué l'arabe, il va passer quelques jours tranquille, là où il rencontre une femme. Il va... Non, c'est faux. Ça se passe pas comme ça ? Non, il se fait arrêter tout de suite. Il se fait arrêter tout de suite, ok, autant pour moi. Ouais. C'était une fausse question. Non, mais... Du coup, ouais, moi ce que je voulais en venir, c'est est-ce que du coup il n'y a pas aussi ce truc de... alors du coup c'est faux, maintenant on sait que c'est faux, mais de continuer à vivre sa vie malgré le crime, quoi. Donc en gros, essayer de continuer à mener une vie normale, une vie sans culpabilisation, alors que le crime a été fait.
disons que, évidemment, la question se pose pas vraiment comme ça. La question, on pourrait la transformer en est-ce qu'ils se sont coupables d'avoir tué l'Algérien? Et alors, dans la scène du meurtre, il tire, et il tire pas une fois. Le gars est longé, hein. Il tire 4 fois dessus. Et dit, ça c'était comme 4 coups que j'avais sonnés sur la porte du malheur. Du malheur pour qui? Pour lui, Meursault. Donc déjà, il disait, ah oui, vraiment là, quelle bêtise j'ai faite, parce qu'il va y avoir des malheurs qui vont m'arriver à moi. Donc si on fait cet exercice de lire l'étranger et de considérer les personnages algériens comme des êtres humains à part entière, c'est dur à lire. C'est vraiment dur à lire. Et c'est ça l'exercice qu'il faudrait faire. Il faudrait encourager, il faudrait faire une préface. Et la faire pour tous les œuvres de Camus. Comme on les fait d'ailleurs, on contextualise beaucoup d'œuvres. Mais donc voilà, donc c'est ça que je proposerais. Parce que finalement, le problème, c'est pas le meurtrier qui continue sa vie comme avant, c'est le lecteur qui lit ça et qui continue. Mais pour moi, c'est pas vraiment étonnant que la grande star littéraire française dans l'éducation nationale française, c'est l'auteur d'une histoire où on tue un Algérien et finalement, c'est pas ça qui compte. On le voit, ça. C'est dans les actualités françaises. On n'a pas besoin de... Enfin, je veux dire, au mois de juin, Naël, on tue des gens et puis finalement, les informations françaises s'inquiètent de quoi? Il y a un carrefour qui a été brûlé. Et ça, c'est le scandale. Et cette hiérarchisation, là, c'est même plus une hiérarchisation des valeurs humaines, c'est une hiérarchisation des valeurs. Il y a des gens qui sont moins qu'humains, qui valent moins que la propriété. On le retrouve, ça c'est inculqué, au fil des textes. C'est pas juste... ça sort pas juste parce qu'on voit BFM à un moment. C'est une éducation, c'est les textes, c'est la façon dont on nous présente les textes, c'est la façon dont on nous présente les informations. Les informations dans le monde, les informations en France. C'est aussi une façon dont le système judiciaire fonctionne, où il y a aussi, là aussi, 2 poids, 2 mesures. C'est une façon dont on voit les gens qui se font arrêter dans le métro et ceux qui ne se font pas arrêter dans le métro, etc., etc. Et ça, on le voit donc dans notre métro, dans nos tribunaux judiciaires, dans nos salles d'information et dans nos textes. Et dans l'absence de commentaires de la part de beaucoup de nos penseurs sur cette injustice criante autour de nous. Le fameux 2 poids 2 mesures, quoi. Et je me disais même, comme vous l'avez dit, il y avait un peu cette idée que lui se sentait algérien et revendiquait cette identité-là, mais qu'en même temps il déshumanisait aussi les Algériens qui vivaient ici et qui étaient sur cette terre avant lui. Et du coup, il y a peut-être un peu ce truc de l'universalisme qui est accessible qu'à lui, mais pas aux autres. Donc à la fois cet universalisme qui lui permet d'être algérien, parce qu'il a grandi là-bas, il aime cette terre, et qui empêche les Algériens d'être des humains, quoi. Oui, bon, là, il y a toute une sorte, alors là, j'en parle dans le livre, hein, mais les colons se disent, quand ils vont en métropole, les pieds noirs, quand ils vont en métropole, ils se disent algériens, mais quand ils sont en Algérie, ils se disent français. Donc il y a une sorte de triple jeu, etc. Et moi, je tiens à le signaler, dans mon livre, je les appelle pieds noirs. Mais j'allais dire, je les appelle et j'annonce la couleur rétroactivement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas connus comme pieds noirs. Juste cette expression, elle vient avec la guerre d'indépendance du peuple algérien. On pourrait dire, de temps en temps, je dis européen d'Algérie ou français d'Algérie. Ok. Je vais essayer de poser ma question du coup et de la formuler en même temps parce que j'ai des idées qui me viennent en tête. Du coup, j'ai beaucoup apprécié, je me permets de te tutoyer parce que tu as dit qu'on se tutoyait, du coup. Tu t'avais dit à l'instant qu'en Nouvelle-Calédonie, du coup, on disait qu'en fait, on avait peur qu'elle devienne communiste et soviétique. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment écho avec ce qui se passe, dans la mesure où, de nos jours, je trouve que justement, pour justifier un peu le colonialisme et les positions, en fait, malheureusement, de l'Occident, en fait, ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien, on présente un peu les faits comme une forme de fatalité, voire même, en fait, des fois, chez les idéologues un peu héritiers, justement, du colonialisme, on parle de guerre des civilisations, etc. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a ces 2 phénomènes conjugués, en fait. Il y a premièrement celui qu'on essaie de décrire, justement, à travers le fait de dénoncer cette forme de romantisme un peu qui, d'une certaine façon, se dédouane un peu de la réalité et qui juste dit « oui, moi je suis pour l'amour et peace ». Et d'autre part, il y a un peu je trouve, cette tendance
justement chez les personnes d'extrême droite et chez les personnes qui justement justifient le colonialisme, de présenter en fait un peu les choses comme une forme de fatalité et de dire en fait si c'est pas eux qui si c'est pas nous qui les contrôlons, c'est eux qui vont nous contrôler. Et je sais pas, enfin pour moi je vois ces deux phénomènes un peu. Là j'ai bien compris, enfin j'apprécie beaucoup la séance de ce soir parce que enfin je tiens à le dire, je suis pas du tout quelqu'un qui fait des études en lettres et tout. Donc c'est très instructif pour moi d'assister à ce genre de séance. Et justement pour lutter contre ce sentiment de fatalité, en fait, je voulais avoir ton avis. Est-ce que en ce sens il y a aussi des idées où il y a des perspectives un peu qui nous permettent en fait aujourd'hui de déconstruire un peu cette vision sur laquelle tout est destiné à être ce que c'est? Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi ça qui fait que les gens, des fois, peuvent se placer dans cette position un peu camusienne et de se dire, ok, face à cette fatalité, moi, je choisis l'amour et je me dédouane. Donc voilà, je voulais savoir ce que tu en penses. Non, mais je pense que ce que tu dis, c'est un état des lieux très juste. Et en fait, il y a une ignorance de l'autre qui est très forte. Et il y a un côté très, pour moi je parle de la France, qui est très franco-français, et on peut parler aussi de Camus, qui connaissait rien de la culture arabe, qui n'était absolument profondément pas intéressé. Et donc il y a un côté, il y a une essentialisation, il y a un refus d'appréhender les groupes comme antagonistes, il y a un refus d'appréhender ne serait-ce que la langue arabe dans le système éducationnel français. Alors, il y a une sorte de provincialisme français. Je parle de province parce que la France finalement c'est une province, c'est les États-Unis qui sont la capitale du monde. Mais alors après, pour parler de réponse, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail militant, c'est un travail d'échange, comme ce programme, comme cette idée de discussion, d'ouverture. Je pense qu'il y a rien d'autre finalement à proposer, ou à travers des luttes. Je pense que c'est un travail qui est très très lent et très long, parce qu'il y a toute une histoire qui est là, qui essentialise, qui écrit l'histoire de France comme un combat entre les civilisations. Les croisades, c'est censé être oh, quelle grande aventure, tel roi a fait les croisades, il en a fait 2, il en a fait 3, etc. etc. Et ça, c'est vu d'emblée comme quelque chose de positif. Donc il y a un travail à faire en tant qu'historien, en tant qu'écrivain, en tant que critique, mais aussi en tant que citoyen, et aussi un travail d'éducation dans les discussions qu'on peut avoir. Que dire d'autre? Mais aussi politique. Et politique, moi je pense encore une fois aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même une diversité dans les élus. C'est-à-dire que moi, vraiment, je ne suis pas pro-américain avec mon petit drapeau, etc. Ce que j'essaie de parler du fait que on va dans certaines villes aux États-Unis, dans certains États, il y aura un gouverneur, enfin, il y a un maire noir. Alors après, ce maire, il n'aura pas forcément des idées d'extrême gauche ou ce que vous voulez, mais ça veut dire qu'il va avoir une certaine perspective historique, peut-être une certaine solidarité, une autre vision. Et en même temps, ça crée des tensions inimaginables, avec des livres en Floride qui sont bannis, avec des auteurs qui sont interdits, avec des départements qui sont fermés. Mais c'est le cœur du combat, pour moi. Le cœur du combat, c'est d'essayer de rectifier, rectifier un travail et travailler contre un travail de falsification historique. Alors, l'exemple type, qui est un exemple qui a été difficile, c'est un historien américain qui s'appelle Robert Paxton, qui vient du sud des États-Unis, et il écrit un livre sur la résistance française, pour dire que, en fait, sur l'occupation française, pardon, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit, en fait, la police française, elle a participé. Elle a offert des enfants juifs aux Allemands qui n'en voulaient pas, qui ne les avaient même pas demandés. Et il écrit ce livre, attention, scandale. Et c'était l'opprobre absolu. Et puis, finalement, c'est rentré dans les mœurs.
Alors ça a pris du temps, et puis Mitterrand, comme il était décoré de la Francisque, il a continué à fleurir les tombes de Pétain, etc. Mais finalement, il y a eu une excuse du président suivant pour dire au nom de la République, on s'excuse d'avoir fait ça. C'est une prise de conscience. Alors, cette prise de conscience sur le 17 octobre 61, elle n'est toujours pas arrivée. On a François Hollande qui a dit et qui parle pudiquement de la répression, pas de la police, pas de l'État français. Mais c'est un travail qui se fait. Il faut que la France fasse son tournant décolonial. Et donc c'est un combat politique, culturel, qui peut-être arrivera. Enfin, de toute façon, comme le dit Sartre, il n'y a pas de destinée historique. Est-ce que les choses vont se résoudre ou empirer ? Ça, c'est à nous. C'est à nous de faire ce qu'il faut faire. Mais bon, moi, de mon point de vue étroit d'universitaire, c'est dans le monde des idées que je vois ça, dans les livres que nous lisons. Et notamment donc appel à lire l'orientalisme d'Edouard Saïd que tu mentionnais, qui est un livre incroyable qui dit relisons la lecture, la littérature occidentale et voyons comment ils ont orientalisé les gens du Moyen-Orient, en transformé les femmes avec des stéréotypes, toutes sortes d'exagérations, de stéréotypes qui sont propices à une hiérarchisation raciale et à un imaginaire. Donc c'est aussi ça, c'est les livres qu'on lit, c'est les combats qu'on mène, donc ça c'est très important aussi. De lire un livre d'histoire sur la colonisation, mais qui l'a écrit ? D'où ils viennent, quelles sont leurs prises de position. Et quand on voit un film, là aussi, qui a fait le film et pour qui et qui l'a financé, etc. Sans aiguiser son esprit critique. Je sais pas, il n'y a pas de solution miracle de mon point de vue. Non, mais j'apprécie. Merci. Je trouve que c'est vraiment paradoxal parce que justement, ces mêmes personnes qui parlent de... On trouve souvent cet exemple dans les réseaux sociaux, c'est comme les personnes toxiques en fait. Elles sont toujours un peu dans une posture... où elles anticipent en fait que la personne adverse va faire quelque chose de négatif, et tellement en fait elles se placent dans ce paradigme-là, en fait elles en arrivent paradoxalement elles-mêmes en fait à faire cette forme d'oppression qu'elles prétendent en fait essayer de contrer. Donc c'est très bizarre comme mécanisme, et il y a toujours ce truc psychologique qui fait qu'on essaie de présenter les choses comme fatalité, et ça c'est quelque chose qui me gêne. Mais bon, merci beaucoup pour la réponse en tout cas. Je t'en prie. Déjà, merci pour votre présence et aussi pour votre ouvrage, parce que, en fait, quand tu as parlé du titre, ça m'a réouvert une réflexion sur votre Joker, en fait. Je vais vous ramener à votre Joker sur le rapport entre Camus et les auteurs algériens. Parce que, comme tu as dit, ta mère, elle en voulait pas, en fait, elle voulait pas le rendre, le livre de Camus. Et moi, en tant que franco-algérienne d'origine, j'ai commencé par lire Camus tout d'abord, c'était celui qu'il fallait lire au début parce que c'est le pont entre mes deux origines, etc. Et je l'ai lu, j'ai eu le malaise, et il est resté au stade d'intuition, et je l'ai rangé dans une boîte au fond de mon tiroir, et j'en ai plus jamais reparlé. Et dans la lignée, ça a pris du temps parce que on va à la FNAC, on voit un auteur arabe algérien, il y a un prix Goncourt, on est content, on l'achète. Et petit à petit, dans cette boîte, en fait, il y a eu Kamel Daoud, il y a eu Yasmina Khadra, il y a eu tous ces gens-là qui, en lisant votre livre, je me suis demandé en fait quel rapport entre Camus et ces auteurs-là dans la continuité de leur argument selon lequel le colonialisme s'est passé, c'est révolu, on n'a plus à en parler, on va juste parler du pont, Yasmina Khadra typiquement, du pont de l'amour entre... je vais beaucoup me focus sur Yasmina Khadra, du pont entre deux oppositions, etc. Et il y a un relent qu'on retrouve énormément chez ces auteurs-là, qui sont actuellement dans une classe, on va dire, un peu en bourgeoisie en Algérie, même si l'Algérie, c'est très divers, etc. Ceux qu'il faut lire et les seuls qu'il faille lire. Voilà, c'est dégoûtu, là. Mais on retrouve plus dans leurs livres, comme vous avez dit, on jette l'opprobre à tous ceux qui sont opposants à l'institution algérienne. Yasmina Khadra, typiquement, quand il a porté plainte contre les éditions La Découverte parce qu'il venait de révéler qu'il faisait partie de l'armée dans les années 90. Et en fait, je me demande à quel point Camus a eu une influence sur l'esprit critique des auteurs algériens et de la classe aussi qui s'éduque en Algérie. Parce que moi, typiquement, quand je suis partie à Tipaza, j'ai pris une noce à Tipaza. Et quand je voyais Tipaza, je voyais
que le livre. J'entendais Camus dans ma tête. Il y a la stèle de Camus, il est présent. Du coup, chez tous ceux qui ont une éducation, qui s'intéressent à la littérature, etc., parce qu'on enseigne Camus en Algérie, il n'y a pas de tabou là-dessus, on l'encense aussi. Et il est tellement ancré dans le paysage culturel que ça a un peu stérilisé tout esprit critique, même si on a un malaise. On laisse toujours le malaise au stade de l'intuition, en fait. Et c'est pour ça que votre livre m'a beaucoup plu, parce que il mettait des mots justement sur cette intuition-là. Voilà. Écoute, tu m'apprends beaucoup plus que je ne sais, là. Et ça, c'est vraiment intéressant. L'idée que bon, il y a une sorte de célébration de Camus et pas vraiment de critique, mais bon, moi, je suis ignorant, en fait, de cette perspective. Je peux te parler un peu de ce que je sais de Daoud, où quand on voit, j'allais dire, ce qu'il est devenu ou ce qu'il est, quelqu'un qui est finalement très proche de Macron, qui écrit dans Le Point, qui a participé à un événement. Là, il y a une sorte de maison de la francophonie, un vieux château dans le nord de la France qui a été rénové. Et bon, il y a eu des sortes de platitudes sur la francophonie. Et finalement, je pense qu'il y a une sorte d'instrumentalisation ici. Et comment faire pour réussir, pour être accepté par l'intelligentsia française? Certainement, écrire sur Camus de façon extrêmement positive, c'est un atout. Et c'est une façon, finalement, il faut surtout le dépolitiser. Il faut le dépolitiser, il ne faut pas parler de politique, il ne faut pas parler d'histoire, il ne faut pas parler de colonialisme. C'est une statue. Et la France est spécialisée dans ce genre de, j'allais dire, de mémorialisation d'auteurs qu'elle a elle-même rejetés. Quand on pense à Descartes, qui finit sa vie en exil en Hollande, et maintenant on dit Descartes c'est la France, la plupart des grands écrivains français, enfin beaucoup, ont été en rébellion contre l'État français qui les célèbre aujourd'hui. Mais pour les écrivains algériens, c'est justement, peut-être que, moi ce que je sais juste, c'est que le peu de contacts que j'ai eu avec des éditeurs algériens, c'est ils en avaient marre de Camus. Et d'une certaine façon, la façon le Camus qu'on connaît aujourd'hui, là, en ce moment, j'en ai marre aussi. Il s'agit de je pense, poser un regard lucide et puis de découvrir d'autres auteurs, notamment des auteurs algériens. Je pense que c'est ça aussi l'invitation, histoire d'aller au-delà de cette vision, de cette fausse vision du colonialisme français. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, des fois, on voit des descendants post-coloniaux, des enfants d'Algériens, du coup pas algériens comme Camus, mais des Algériens, qui citent Camus, mais sans comprendre. En fait, c'est vrai ce que tu dis, ça a stérilisé l'esprit critique, et on le voit clairement. Certaines personnes aussi aiment citer des auteurs pour paraître plus intelligents. Des fois, on cite Camus sans comprendre qui était Camus et quelles étaient ses prises de position. Et moi, quand je vois ça, ça m'agace. Oui, je comprends. Mais je pense qu'il y a deux façons de voir ça. Soit il y a une ignorance complète, et il y a aussi des gens qui, en toute connaissance de cause, disent ça vaut le coup de récupérer Camus. Camus, la plupart des gens n'ont pas compris qui il était, mais c'est une force symbolique. Et les gens le lisent, les gens trouvent que c'est fantastique, etc. Et donc, on va récupérer Camus. Il y avait des intellectuels dans les années 50, des intellectuels en Égypte, en Irak, qui ont dit Camus, c'est un grand écrivain anticolonial. Il n'était pas du tout. Alors, est-ce qu'il n'avait pas lu L'homme révolté ? Je pense que si, mais je pense qu'il s'était dit on va le récupérer. Il y a aussi cette idée-là. Je pense que ça a transporté une grande partie de la gauche, mais aujourd'hui, on voit ça partout. Donc tout le monde, de Mélenchon, dans l'Humanité. Oui, Marine Le Pen, elle a fait un édito dans le New York Times, elle cite Camus, etc., etc. Donc eux, ils font feu de tout bois. Alors après, si on s'intéresse à la réalité historique, effectivement, citer Camus, c'est problématique. Mais il y a des gens qui vont faire ça par une sorte d'opportunisme politique, d'autres par ignorance, mais c'est certainement aussi ça, des opérateurs politiques qui vont dire, voilà, où on le récupère, ou on le comprend mal, comme les anarchistes, par exemple, qui ne comprennent pas qui était vraiment Camus,
Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui leur parlait. Il y a ce discours sur l'Espagne, alors que les textes de Camus étaient en vente sous Franco. Mais il y a aussi une sorte de mythe. On va être pour Camus parce que finalement, ça fait bien. Ça passe crème. Ma question, je sais pas si, je suppose que vous devez savoir, il y a Mathieu Bellesi qui a écrit un livre, je sais pas si cette année ou l'année dernière, mais qui a reçu le prix du livre Inter de cette année, qui s'appelle Attaquer la Terre et le Soleil. Et ça raconte tout simplement la conquête de l'Algérie par une poignée de colons et de soldats français. Et il expliquait... alors, moi, j'avais écouté certains podcasts et interviews suite à son prix, et il expliquait qu'il y a une nécessité de la part de la France sur la colonisation, sur la conquête de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a une grande littérature, beaucoup de littérature sur la décolonisation. Donc on a toute une littérature décoloniale ou sur la guerre d'indépendance algérienne, mais il expliquait qu'il y avait une absence d'œuvres artistiques et littéraires concernant la conquête de l'Algérie. Et je voulais savoir si vous aviez travaillé dessus ou pas dessus, ou voilà, en quoi ça pouvait s'inscrire peut-être dans votre travail et sur votre analyse de Camus. Je sais pas, mais après si vous voulez... Voilà. Oui, il y a toute une littérature de Français d'Algérie qui glorifie la colonisation. Mais moi, en fait, je ne me suis pas centré là-dessus. Je me suis centré sur les sources historiques et 2 grands textes de Charles-André Julien, de Charles-Robert Ageron, qui expliquent en détail, c'est des volumes énormes, vraiment un travail extraordinaire d'archives, et qui explique les stades différents de l'occupation de l'Algérie en 1830 jusqu'à 1870, jusqu'à la Troisième République. On arrive à... C'est plutôt une occupation militaire. Et après, il y a plus des généraux, mais il y a des gouverneurs. Et en fait, d'une certaine façon, c'est pire. Parce qu'il y a le code de l'indigénat qui arrive, etc. Mais c'est là-dessus, donc moi je me suis basé sur vraiment les faits historiques, le général Bugeaud, le fait que Abdelkader était allié avec les Français au départ pour battre les Ottomans. Et puis après, le fait qu'Abdelkader a battu les Français pendant des années et qu'ils n'arrivaient pas à le battre, et que Bugeaud est rentré en France pour dire bon, on abandonne cette histoire. Puis après, il est revenu. Et ils ont employé d'autres méthodes pour pouvoir le battre, etc. etc. Donc moi, c'est une histoire que je pense est cruciale. Et d'ailleurs, je profite un peu de ce livre pour la raconter, pour un peu forcer le lecteur innocent qui va dire « je vais lire un livre sur Camus », puis hop, ils ont quand même quelques pages sur une histoire qu'ils devraient connaître, mais qu'ils ne connaissent pas par leur faute, parce qu'on ne la trouve pas dans les livres d'histoire. Donc, et même s'il y a des universitaires français, bien sûr, qui ont écrit, il y a Olivier Lecourt-Grandmaison qui a écrit « Coloniser, exterminer », il y a des livres, mais après, ces livres-là ne sont pas au programme. Aux éditions La Fabrique que vous avez défendu. Il y a quoi, pardon ? Aux éditions La Fabrique que vous avez bien défendu. Ah oui, oui, alors, le livre de Lecourt-Grandmaison, je ne sais pas si c'est aux éditions La Fabrique, mais effectivement, j'ai défendu la Fabrique. C'était curieux, ça, cette soirée. Mais il y a eu plein de soirées où le public était très hostile, bien sûr, oui. Parce que c'est un sorte de saint. Il ne faut pas toucher à Camus. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'offusquent. Mais ça dépend aussi de son expérience personnelle, son rapport à Camus, je pense, en partie. Vous avez parlé de la nécessité d'avoir un apparat critique pour lire Camus. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de faire le même travail qui a été fait sur Céline, du coup, pour certaines de ses œuvres, ou pas, de la part des éditeurs, pour l'œuvre de Camus ou pour certains livres de Camus ? Sur Céline, alors quoi c'est plus Céline, il y a certains de ses pamphlets qui sont interdits, mais c'est une autre variété. C'est-à-dire que Camus, il n'a pas écrit des pamphlets racistes qu'on cacherait, etc., ou qu'on censurerait. Donc il y a une différence ici. Et puis le constat que Aimé Césaire a fait, c'est que
dans notre hiérarchie des massacres, etc. Qu'est-ce qu'il dit, Aimé Césaire ? Il dit que finalement, la répétition générale du nazisme, c'était le colonialisme. Le colonialisme qui a perduré pendant des centaines d'années. En France, ça commence entre autres avec un code noir, une hiérarchisation, une autorisation d'homicide, etc. Il y a un véritable... Donc, Aimé Césaire l'écrit dans le discours sur le colonialisme, qui a été retiré du programme par François Bayrou quand il était ministre de l'Éducation. Donc ici, sur Céline, il n'y a pas photo. C'est un auteur extrêmement problématique et ses écrits les plus racistes, il faut... pour moi, finalement, l'idée, c'est une acceptation tacite de ce principe très important, c'est que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un crime, c'est une violence. Mais Camus, c'est beaucoup plus... C'est autre chose. Et je pense aussi, je disais au départ, c'est que ces textes, les textes de Camus, il faut les garder tels quels, bien sûr. Enfin, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et je pense qu'un jour, on re-regardera, enfin j'espère ces textes, on se dira, mais c'est incroyable que les gens disaient que c'était une marque d'humanisme, l'étranger. C'est pas possible. Donc c'est un texte qui se passe dans un apartheid. Et le fait que ça se passe dans ce contexte-là, ça passe complètement à la trappe dans l'enseignement et de sa présentation en France depuis des décennies, depuis son inception, depuis sa publication, pardon. Donc non, moi je pense que la censure, c'est pas une solution dans le cas de Camus, bien sûr que non. Non, je parlais pas de censure, je parlais juste de l'appareil critique. Est-ce que juste il faut l'appareil critique et en plus un travail général au sein de l'éducation nationale et de notre société pour en apprendre plus sur la colonisation, ou finalement l'appareil critique n'est pas nécessaire alors qu'il est nécessaire pour Céline? Ou un peu des deux peut-être aussi. Ouais, non, je pense que ça peut être intéressant de faire une préface pour contextualiser, pour mettre Camus en situation, et je pense qu'on peut vraiment en profiter en tant que lecteur. Après, il y a souvent des préfaces, alors ça dépend de ce qu'elles disent. Pour Céline, effectivement, là, c'est vrai qu'on va sans doute, mais je ne sais pas à quel texte vous faites référence. Alors en fait, je ne sais pas si ça a été le cas, mais je crois que les éditions de Gallimard envisageaient de publier les pamphlets antisémites de Céline, et que la condition à leur publication, c'était vraiment le travail des éditeurs et des historiens pour produire un appareil critique contextualisant ces textes, mais ne les justifiant pas. Je ne sais pas si ça aboutit ou pas. Il me semble que c'est toujours latent, en attente. Je crois qu'il y a des problèmes judiciaires ou de droit vis-à-vis de ces œuvres. Mais en tout cas, je sais que ça avait été envisagé par, je crois, les éditions Gallimard. Oui, non, mais c'est vraiment, je pense, deux problèmes différents là, dans ce contexte-là. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Alors vous dites oublier Camus, mais pas totalement, enfin pas l'effacer, d'après ce que je comprends, parce que c'est aussi intéressant de garder Camus, ne serait-ce que pour garder un esprit critique sur ce qu'il a écrit. Est-ce qu'il y a autre chose à garder d'un point de vue littéraire? Je pense que ça amène une autre question, c'est-à-dire... je vous laisse répondre. Oui, donc c'est oublier Camus tel qu'on nous l'a présenté, comme une figure parfaite, mythique, humaniste, alors que c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est un personnage... C'est oublier Camus comme emblème d'une France qui s'imagine juste et qui peut imaginer un colonialisme à visage humain. Et donc retrouver ces textes comme les textes de quelqu'un qui n'arrive pas à gérer le colonialisme, essaye soit de le minimiser, soit de l'effacer, soit de redorer son blason. Et donc, si on lit mon texte, mon essai, ce que vous voulez l'appeler, on relit Camus différemment. C'est ça qui est important. Et de ne pas le lire comme un guide de vie. Alors, une fois encore, donc il y a cette émission YouTube qui dit « Vivre avec Camus », mais c'est souvent la façon dont on le présente. C'est un guide moral, avec toutes sortes de mythes autour. Il aurait été contre la peine de mort, abolitionniste, etc. Et donc, c'est de proposer une vision critique. Alors après, bien sûr, il y a
ce qui est important, c'est de se rendre compte que, par exemple, l'étranger, c'est un chef-d'œuvre, c'est très puissant. Si c'était complètement nul, ça n'aurait aucune importance. Il y a des grands auteurs français, des auteurs romantiques, monarchistes. Il y a Barbé d'Aurevilly qui a écrit L'Ensorcelé, c'est un texte très puissant. Il y a même, quand on lit Balzac, des romans de Balzac, qui sont une description de le capitalisme naissant au XIXe siècle, de tout à coup une hiérarchie où l'argent devient roi. Et lui-même, il est monarchiste. Son opinion personnelle, finalement, peu importe. Il nous montre ce mouvement des campagnes vers la ville, cette obsession par la réussite qui nous infecte nos vies d'une certaine façon, où on se dit notre sens d'avoir réussi, on le mesure à combien d'argent on rapporte chaque mois, etc. Tout ce monde-là, il arrive dans Balzac. Et les opinions de Balzac, ce qu'il pense vraiment, c'est pas ça qui compte, c'est cette description. Mais quand on lit Balzac aujourd'hui, on nous dit pas Balzac, voilà, c'est le modèle à suivre, etc., etc. Et nous, c'est donc ce que je propose, c'est une lecture avec une certaine distance critique, mais ça veut pas dire jeter le texte. Ma sœur, là, elle est au lycée et on lui a acheté il y a 2 jours, du coup, L'étranger. Et je voulais savoir qu'est-ce que, du coup, je dois lui dire en rentrant à la maison. Du coup, lui dire, d'avoir, en fait, j'essaye de la sensibiliser un peu sur tout ce qui est décolonialisme, etc. Et de la faire, qu'elle ait un esprit un peu critique sur L'étranger qu'elle va lire, du coup. Et qu'est-ce que je peux lui dire de ses 16 ans, quoi. Moi, je pense que c'est donner de l'espace pour le malaise dont certaines personnes ont parlé ici, de pouvoir en parler. Parce que j'allais dire, en salle de classe, ça dépend un peu du prof ou de la prof, hein, parce que c'est quand même miné. Je sais que, par exemple, il y avait plein de profs de lycée qui venaient à mes conférences à Montpellier pour justement me dire que j'avais rien compris, etc. etc. Donc peut-être pas lui dire... Enfin, ça dépend aussi du rapport de force dans la salle de classe. Mais pour elle, c'est une discussion, par rapport à l'écouter, à son ressenti. Parce que je pense que justement, il y a un ressenti où quand on voit ça, on se dit, quand on voit ces figurants, peut-être que c'est une amorcer la conversation sur ce sujet-là. Et j'allais dire oui, parce que finalement, moi je dis à mes étudiants, par exemple, je leur dis, voilà, l'étranger, on peut dire que c'est l'histoire telle qu'on nous la raconte, mais ça peut être aussi l'histoire d'un macro qui tabasse une femme algérienne qui refuse de se prostituer et qui après tabasse ses cousins, et après il y a un règlement de compte sur une plage et un des amis du cousin de cette femme se fait tuer. Et que c'est une sorte d'allégorie pour le colonialisme. Et donc, moi je sais pas, je leur dis, voilà, en fait c'est une histoire, c'est l'histoire de l'Algérie, de la France. Et des pieds noirs. Le pied noir, ce serait Raymond Sintès, le macro. Et je provoque mes étudiants en leur disant, voilà, c'est ça l'histoire. Ils me disent, mais non, c'est pas ça, c'est l'absurde, nanana. Et donc, il y a des façons d'amorcer les conversations. Bon, après, moi, je suis pas parent, donc je suis pas doué pour ce genre de discussion, etc. Mais moi, je proposerais des alternatives sous forme de questions ou seulement des discussions, quoi, par rapport à le ressenti dans la lecture. Parce que je pense que ça, c'est très important, ça, quand on lit un texte, quand on lit un roman, c'est une sorte de miroir de soi-même. Mais là, il y a pas de reflet. Donc je sais pas, en fait. Mais c'est une excellente question, hein, mais je dirais c'est écouter, c'est discuter, quoi. Ouais. Merci. Je vais revenir à tout à l'heure, en fait. Désolée. Mais au final, vous avez bien résumé, vous avez dit il y a des gens qui reprennent Camus soit par opportunisme, soit par ignorance, ils l'érigent en héros, en anticolonial, etc. Moi, en fait, en lisant votre livre et avec les événements actuels, etc., je me suis juste fait la réflexion que ça nous ramène à notre... Enfin, un Algérien qui lit ça, c'est pas pareil qu'un Français qui lit ça, ça nous ramène à notre condition. Et il y a comme un biais cognitif de se dire, c'est quelqu'un du camp opposé et il nous encense. Donc on a ce biais de toujours se dire,
il est avec nous, il est avec nous, il est avec nous. Moi, toute ma famille, quand je leur en parle de Camus, etc., c'est un non-sens de dire que Camus est anticolonial. C'est vraiment à ce point-là. Donc, je me dis que même actuellement, quand par exemple on parle de ce qui se passe actuellement en Israël-Palestine, etc., c'est toujours mieux vu de proposer un livre d'un historien israélien qu'un historien palestinien comme Rachid Khalidi, etc. C'est toujours mieux de proposer Ilan Pappé, par exemple. Parce que c'est un Israélien qui condamne ce que son corps social fait subir à l'opprimé, en fait. Et autre chose aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Edouard Saïd, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui adapte son livre L'ombre de l'Occident, et il disait que la différence entre ce que on fait subir les colons en Algérie et en Israël, en Palestine, c'est que en Algérie, en Israël, à contrario de l'orientalisme qui était présent en Algérie, etc., en Israël, on voit ça comme un désert. La Palestine, on voit ça comme un désert, comme a repris d'ailleurs la présidente de la Commission européenne, a desert that we bloom. We came and we bloom it. Like, on a fait fleurir ça. Et en relisant votre livre, je me suis dit à quel point Camus, d'une manière avant-gardiste, on va dire, il a promu à ce point-là l'individualisme qui vient de l'absurde camusien, etc., qu'aujourd'hui on retrouve très présent. Parce que parler de la terre précoloniale palestinienne, parler de champs d'oliviers qui sont dans un désert, mais auxquels les opprimés, ça leur tient à cœur, c'est un non-sujet, c'est quelque chose qui est... On doit rester dans le statu quo, en fait. Du coup, je me demande à quel point, justement, Camus, il y a très longtemps, mais on en voit les reflets aujourd'hui, a promu à ce point-là l'individualisme qui est maintenant ancré, en fait, et qu'on essaye de déconstruire tout le temps. En fait, je pense à quelque chose de très précis. Il y a une militante, je ne sais pas si je peux dire militante, mais elle a créé un observatoire des réfugiés qui s'appelle Lima Hassan. Et elle a commencé à faire du plaidoyer sur sa condition de réfugiée palestinienne. Donc, elle est née dans un camp en Syrie. Elle a grandi là-bas. Et avec la médiatisation, justement, de l'attaque du 7 octobre et la réponse, on va dire, la riposte israélienne, en fait, elle médiatise beaucoup, justement, sa condition de réfugiée palestinienne. Elle le faisait déjà, mais de plus en plus. Et la violence qu'on voit sur Twitter, c'est le pire réseau où il y a le plus de violence, la violence des tweets qu'elle reçoit de militants, je ne sais pas si on peut dire militants pro-israéliens, mais qui l'insultent de menteuse. Même il y avait, je crois, Zora Bitan, une chroniqueuse, je crois, sur RMC, qui lui a dit que c'était une menteuse. En fait, le fait de nier... En fait, elle a juste parlé de sa condition de réfugiée. Elle a même pas dit je suis pour la résistance armée. Elle a rien dit. Elle a juste dit moi, ma famille vient de ce village en Palestine avant 48. Ma famille a été chassée lors de la Nakba. Et en fait, la violence qu'elle reçoit, juste parce qu'elle a dit c'est de là où je viens, désolé, mais c'est révélateur en fait de aujourd'hui la condition du Palestinien, de la Palestinienne. Le Palestinien n'existe pas, et le fait même d'évoquer son existence historique précoloniale, c'est comme si on avait insulté la mère de quelqu'un. C'est un non-sens, c'est pas possible en fait. Et c'est grave de voir ça sous nos yeux en fait. Mais c'est ça en fait que je me dis Camus, dans son rapport au folklore, en fait, il y a plein d'auteurs qui, quand ils mentionnent au moins l'Algérien, ils mentionnent l'indigène, ils en parlent, on voit ça comme c'est. Alors que Camus, vraiment dans son rapport au territoire, dans son rapport à l'altérité, dans son rapport à une autre nation qui était là, vraiment il efface totalement son identité comme vous l'avez dit, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. En fait, je peux pas m'empêcher de faire la connexion entre les deux parce que ça me choque à quel point on a carrément sauté, on n'est même pas passé... il y a certes la diabolisation des Palestiniens, etc., la barbarisation, etc., mais on est vraiment à l'autre point extrême où on se dit il n'était pas là avant. C'est un non-sujet de parler d'avant. Mais en fait, votre échange, ce que tu dis, moi, ça me fait penser à deux choses par rapport à Camus. Un, c'est quand il dit que l'expression même de l'indépendance algérienne, c'est passionnel. Donc c'est du domaine d'une sorte d'hystérie. Donc il ne veut absolument pas prendre en compte la nation algérienne comme une entité. Mais c'est comme une entité, comme une possibilité.
Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, dans ces textes, pendant la guerre d'indépendance, Camus va mettre un paragraphe pour faire un appel à la colonisation de peuplement. Donc, c'est pas juste une réaction par rapport, j'allais dire défensive, par rapport à l'émergence d'un anticolonialisme et d'une alternative au colonialisme. C'est aussi de dire, on aimerait qu'il y ait des Français qui viennent pour aller vivre en Algérie, et donc des nouveaux colons, pour inverser le rapport de force. Ça fait partie des passages qu'il écrit parce qu'il est obligé de se démasquer à ce moment-là. C'est à ce moment-là que les masques tombent. Il y a une citation, alors je ne sais pas si je vous la fais longue ou courte, mais une phrase que je trouve est vraiment... Elle résume, j'ai l'impression, un peu ce qui se passe en Israël-Palestine, ce qui se passait dans le contexte de l'Algérie quand elle a été colonisée par la France. Je vous la fais longue ou courte? Longue. Bon. C'est pour reprendre cette idée qu'il y a eu la création d'un mythe d'une terre vierge qui était prête à accueillir du coup le premier homme. C'est l'effacement de l'Algérie et des Algériens, mais aussi l'avènement d'une autre échelle morale, où les histoires humaines seraient insignifiantes, ce qui permet de nier le passé des indigènes en le relativisant et d'effacer le passé récent. Dans cette conception romantique, la nature est un personnage, par exemple durant la scène du meurtre dans L'étranger. La journée n'avançait plus, elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant, qui le pousse au crime, à ne pas se retourner, à revenir au cabanon. Le soleil, mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. Il s'avance vers l'arabe pour essayer de se dérober au soleil, même s'il sait qu'il ne s'en débarrassera pas ainsi. Et puis l'insupportable, l'arabe s'approprie le soleil. Il le met sur sa lame et en prend possession symboliquement en renvoyant ce reflet sur Meursault. L'appropriation de l'espace, ici la plage, par l'arabe, est une première violation. Puis l'irruption de l'Algérien dans la relation que Meursault, et Camus, entretient avec le soleil d'Algérie, dans ce lien synchronique et fusionnel avec la nature qui permet de refouler et d'ignorer la réalité chronologique du colonialisme, constitue une seconde violation. Symboliquement, cette incursion dans ce jardin d'Éden est réservée aux colons, est un péché capital. L'autre est donc mis à mort pour avoir déstabilisé, par sa présence, le fantasme d'un univers fondé sur son exclusion même. À cette interprétation du texte correspond la réalité coloniale dont il est le reflet. En Algérie française, le code comportemental veut qu'un arabe s'efface devant un Européen. Et la phrase vraiment sur laquelle je voulais insister, c'était celle-là. L'autre est donc mis à mort pour avoir déstabilisé par sa présence le fantasme d'un univers fondé sur son exclusion même. Je trouve que c'est tellement parlant et ça rejoint absolument ce que vous avez dit, toutes les deux. Enfin, merci d'avoir écrit ça. Merci. Voilà une interprétation pour... oui, merci, ça me touche beaucoup. Oui, il y a des moments où, parce que tu parlais d'Hélène Mortefi, où je me disais, j'écris ce livre, je me disais, est-ce que je vais vraiment l'écrire? Est-ce que c'était... D'abord, je me disais qu'en fait, personne n'allait en parler, et puis que ça allait tomber vraiment dans l'oreille de sourds. Et puis j'ai rencontré Hélène, et puis après elle m'a parlé de Mokhtar, puis j'ai rencontré Christiane, et j'ai rencontré d'autres personnes, Iba, à l'université à la bibliothèque de New York. Et puis je me suis dit, tiens, tout à coup, ça s'inscrit dans une histoire. Si j'avais pu rencontrer certains d'entre vous avant, j'aurais peut-être écrit plus vite. Parce que c'est de tous les échos que j'ai, le fait que ça résonne, là, en fait, je me dis, bon, rien que pour ça valait la peine de l'écrire. Et puis parce que c'est une façon aussi c'est un livre qui donne un aperçu justement de critiques algériennes sur Camus et d'autres auteurs. Et c'est une façon, oui, de relire ça, puis avec des petits morceaux de finalement ce que la France idolise et comment elle veut réécrire son passé et son présent. Merci. Merci à toi. Merci à tous. Merci.